Donc, Rose, tu commences, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Ok. Donc, on fera Rose, après une petite pause de 5 minutes, et après, on reprend avec Lisa, et enfin, les questions, les échanges avec tout le monde, le public y compris. Voilà. Donc, écoutez, souhaite la bienvenue, bienvenue à tous et à toutes de la part de l'Université de Chicago. Normalement, vous auriez dû être dans notre belle salle du 13e arrondissement à Paris. Bon, il se trouve qu'on est en Zoom vu les circonstances. Si on veut être optimiste, on se dit on va pas tarder à dépasser en spectateur la taille de notre salle. Donc peut-être que finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'être en Zoom. En l'occurrence, des gens qui n'auraient pas pu venir peuvent au moins nous suivre et donc ne sont pas obligés de venir à Paris. Donc essayons de rester sur cette note positive. Écoutez, moi, je passerai très vite la parole aux organisatrices, mais je voulais expliquer très brièvement ce que fait l'Université de Chicago à Paris. Nous sommes présents depuis 16 ans maintenant. Le centre a ouvert en 2004. Nous sommes une branche d'un centre à l'étranger de l'Université de Chicago, bien sûr à Chicago. Et nous sommes là à la fois pour permettre à nos étudiants undergrad, donc qui ont une vingtaine d'années, enfin, entre 18 et 21 ans, de venir en France pour suivre des cours qui font partie de leur cursus, qu'ils suivraient normalement à Chicago, mais qui peuvent suivre en France comme dans 15 ou 16 autres pays où en ce moment les cours à l'étranger sont beaucoup annulés, tout le monde fonctionne au ralenti, mais quand tout va bien, nous accueillons 75 étudiants de Chicago chaque trimestre. Nous sommes en mode trimestriel. Donc les cours sont adaptés bien sûr par les enseignants de Chicago pour tenir compte du fait qu'ils sont à Paris ou en France, et ça permet beaucoup de choses intéressantes. Si on fait un cours d'astronomie, par exemple, les étudiants peuvent partir à l'accélérateur de particules à Genève pour la journée. Si on fait un cours sur le Moyen-Âge, enfin je vais dans toutes les directions, là on peut faire le cours le matin et l'après-midi prendre un car et aller à Chartres. Enfin vraiment tout est possible, et nos professeurs ont toujours beaucoup d'imagination pour rendre le séjour intéressant pour leurs étudiants. Nous avons aussi un programme doctoral où nous confions des bureaux à des doctorants donc de l'Université de Chicago qui peuvent venir pour un trimestre, une année, 2 années. Des fois même, je crois qu'ils ne veulent plus partir, mais enfin, ils restent autant de temps qu'ils veulent jusqu'à l'obtention de leur doctorat. Et nous organisons, c'est une troisième aspect. Nous sommes aussi là pour nos alumni, pour nos anciens étudiants. C'est quelque chose de très important pour les universités américaines de continuer à entretenir, si j'ose dire, les bons rapports avec nos anciens étudiants. Donc, c'est aussi un centre pour cela, pour organiser des événements pour eux. Et quatrièmement, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Nous sommes là pour organiser des colloques, des tables rondes, des rencontres, des échanges. On peut appeler ça comme on veut. On fait ça encore une fois depuis 16 ans. Des fois, c'est nos professeurs qui profitent de leur séjour d'enseignement pour organiser des colloques et réunir leurs collègues européens ou français ou européens ou de partout. Des fois, c'est des collaborations avec d'autres universités françaises, des fois un jour chez nous, un jour chez eux, des choses, tout est envisageable. Et depuis quelque temps, nous avons lancé directement le centre de Paris un appel à projet, un appel à faire des événements. C'est ce qui nous vaut la joie de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, virtuellement. Voilà, donc si je vois qu'il y a pas mal maintenant de spectateurs. Si vous-même, vous avez des idées de colloques ou d'événements, ceux qui nous regardent, que vous voulez organiser avec l'aide ou le soutien de l'Université de Chicago à Paris, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toute une zone dans notre site web où vous pouvez prendre contact avec nous. Voilà, j'aimerais terminer aussi à remercier, bien entendu, remercier les organisatrices, les participants, les spectateurs, et du côté de l'Université de Chicago, remercier Marissa Akian qui a beaucoup participé à l'organisation de cet après-midi. Et voilà.
Maintenant, je vous donne les clés. Je vous donne les clés de la maison. Allez-y. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, merci Sébastien. Merci Axel. Sébastien, et je voulais également, oui, est-ce que vous m'entendez bien parce que j'ai quelques problèmes de connexion qui peuvent intervenir. J'espère que ça ne sera pas le cas. Oui, merci Sébastien, et je voulais également donc, remercier l'Université de Chicago, le centre à Paris, vous et Marie pour votre aide pour mettre en place cette séance qui a été plusieurs fois reportée. Donc, c'est une séance qui a dû normalement avoir lieu en avril 2020. Donc, en tout cas, voilà, on sait bien ce qui est arrivé en ce moment. Et donc, voilà, merci aux intervenantes pour cette patience d'avoir toujours accepté d'intervenir pour notre séance. Je vais dire peut-être quelques mots à propos de notre groupe, de notre séminaire, GRACE, groupe de réflexion autour des savoirs situés, donc qui a été formé, on va dire, qui a commencé, qui a eu ses débuts en décembre 2019 à Montpellier. Et qui était pensé comme un espace de réflexion, de partage d'expériences entre jeunes chercheurs, doctorants, doctorantes, postdoctorants, postdoctorantes, mais aussi des masterantes et masterants, à propos des pratiques de recherche, pour interroger ces pratiques, pour partager nos expériences, pour questionner un peu l'espace universitaire, voilà, ce qu'il peut porter de dominant, d'hégémonique, d'oppressif, et d'essayer d'imaginer également cet autre espace de recherche pour les jeunes chercheurs, voilà, qui est... Axel. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là oui. Pardon, toutes mes excuses. Et voilà, je vais être vraiment brève. Donc, c'était juste pour ajouter que donc nous sommes vraiment très, très ravis que cette séance puisse avoir lieu. Je passe la parole peut-être à Yosra qui va rajouter des choses. Et je voulais juste dire que donc on n'a pas de possibilité pour que le public puisse participer et intervenir directement au cours de cette séance, donc en visio. Vos micros sont normalement coupés, mais vous pouvez poser vos questions au cours de la séance dans l'espace chat, où il y a aussi espace questions et réponses. Je ne sais pas si tout le monde y a accès, mais dans le chat, on les voit et on va les lire au moment de la discussion à la fin de la séance. Voilà, merci beaucoup. Merci Axel. Alors, à mon tour, je vais vraiment faire très très court, mais simplement pour remercier donc évidemment l'Université de Chicago à Paris et tout particulièrement Marie Saikian, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Elle a été adorabilissime, elle nous a vraiment accompagnés depuis tous ces derniers mois, hein, pour l'organisation. Et remercier surtout nos deux intervenantes, nos deux conférencières, pour qui voilà, j'ai un profond amour et admiration. Donc, je suis ravie d'enfin vous rencontrer et enfin vous écouter. Alors, cette année, donc, GRACE, comme l'a dit Axel, c'est le groupe de réflexion autour des savoirs situés. Donc, c'est un espace ouvert pour les jeunes chercheurs. Hein. C'est un espace qui se veut safe pour aborder certaines questions des études féministes, décoloniales et autres. Hein. Donc, on essaie en tout cas d'ouvrir quelques espaces safe. Il y a GRACE, il y a l'Auberge des Utopies, comme il y a beaucoup en ce moment, et on est ravis de tous ces projets qui sont en train de voir le jour en ce moment et qui voilà, sont des espaces où on peut aborder beaucoup de questions qui fâchent des fois. Alors, cette année, notre thématique, c'est faire la recherche depuis la marge. Alors, la marge, c'est une question voilà, qui a été beaucoup abordée, notamment dans les études féministes et
féministes décoloniales, hein, notamment avec donc, le féminisme noir, avec Bell Hooks, évidemment, Nassira Al-Jarassi ou Soumaya Mestiri. Mais c'est juste pour expliquer, c'est que nous, c'est pas tout à fait, on n'a pas un argumentaire, on n'a pas quelque chose, on ne définit pas un format bien précis. Nous, dans Grâce, en fait, on donne la liberté aux intervenantes d'aborder le sujet, en tout cas la thématique, le support voilà, qui les intéresse, qui les anime. Et du coup, voilà, c'est un espace de liberté où les intervenantes, elles sont libres de proposer et d'aborder le temps, le sujet, les exemples. Voilà, on est là pour ouvrir cet espace-là, pour que la parole elle puisse circuler aussi librement possible. Petite remarque technique. Alors, on commencera donc par Rose. Rose, que je remercie hein, d'avoir... Voilà, elle va prendre les relais en premier lieu. Donc, ça sera Rose qui commence. Rose, voilà, hein, tu as 40, 45, tu fais ce que tu veux, voilà, avec le temps, c'est pas grave. On prendra après 5 minutes de pause, 5 minutes pour voilà, boire un coup, s'hydrater, marcher et tout. Et revenir pour écouter notre adorable Lisa, que voilà, j'ai hâte d'entendre aussi. Donc, Lisa, aussi pareil, hein, tu as 40-45 minutes, tu es libre après de proposer ce que tu veux. Et j'espère qu'on aura le temps d'échanger après, hein, à partir de vos présentations. Donc, n'hésitez pas, pour le public présent, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure hein, des deux conférences. Axel et moi, on se charge de voilà, sélectionner quelques questions, les poser aux intervenantes, ou les intervenantes, elles vont choisir par elles-mêmes, hein, parce qu'elles sont libres quand même. Et donc voilà, nous ici, ça sera vraiment, Axel et moi, on est dans simplement l'organisation et la gestion. Donc, et j'arrête de parler tout de suite pour donner la parole à Rose Ndege. Rose, c'est à toi, allez. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, ok. Donc, merci à Yosra et puis à Axel de cette invitation, et merci à l'Université de Chicago, le Centre de Paris, de nous accueillir. Je suis très, très heureuse d'intervenir, de vous rencontrer, même si c'est virtuellement et qu'on avait prévu une grosse fête en se voyant en vrai. Bon, c'est pas grave, on le fera. Merci de nous offrir cet espace pour penser ensemble justement les marges et le cheminement des marges. Donc, moi, je vais commencer mon propos par un peu me situer. Et donc, en tant que sociopolitiste et historienne, portant intérêt aux mobilisations des femmes non blanches en général et noires plus particulièrement, mon lien aux mouvements sociaux n'est donc pas que professionnel. Et j'essaye de développer une recherche engagée qui n'est pas extractiviste, mais plutôt qui a une dimension citoyenne et donc fait d'un engagement réel pour les questions que je traite. L'objectif est simple, si on peut dire, mais on va plutôt dire clair, c'est de contribuer à produire des sciences sociales réellement transformatrices. Et c'est la raison pour laquelle je commence mon propos en rendant hommage aux femmes noires, africaines et afrodescendantes en lutte contre les différentes oppressions qui sont des expressions de l'impérialisme capitaliste, sexiste et raciste sur le continent comme en contexte diasporique. Ça permet de rappeler qu'aujourd'hui encore, les femmes noires maintiennent la flamme des luttes pour le droit à la vie, à la justice sociale, économique et politique. Et je vais penser ici à quelques exemples que je souhaitais rendre visibles. C'est les Namibiennes qui ont été mobilisées contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du Shut It All Down, aux Nigérianes mobilisées dans le cadre de Ensar, aux Congolaises qui sont mobilisées contre les viols dans l'Est de la RDC, et qui, notamment l'année dernière, ont initié un mouvement 8 mars en rouge, et bien entendu à une catégorie chère à mon cœur, les Camerounaises, puisque moi je suis camerounaise, et je pense notamment à la plateforme de la société civile Les Mères de la Nation, qui sont mobilisées pour défendre non seulement les droits des femmes, mais plus globalement les droits humains,
Et j'ai ici une pensée particulière, si vous le permettez, pour les femmes de l'extrême nord Cameroun et des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont deux régions qui sont particulièrement ravagées actuellement au Cameroun. Donc, les premières, les femmes de l'extrême nord, subissent les exactions de Boko Haram ainsi que celles de l'armée régulière camerounaise. Les secondes, des régions anglophones, sont prises en tenaille dans une guerre asymétrique qui ne dit pas son nom. Et elles sont victimes, comme leurs sœurs de l'extrême nord, des insurgés séparatistes, mais également de l'armée régulière. Enfin, j'ai également une pensée pour les sœurs en lutte en Europe, dans la Caraïbe ou les Amériques. En France, je pense notamment aux femmes du collectif des Gilets Noirs, aux collectifs tels que Moissy et Sotier, à Ramata Dieng du collectif Vivolé, à Assa Traoré du comité Adama. En Martinique, je pense à Rosa Marie-Luce, ancienne ouvrière engagée dans le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, donc collectif en lutte contre l'empoisonnement du chlordécone. Aux États-Unis, je pense aux fondatrices du mouvement Black Lives Matter, Patrisse Cullors, Opal Tometi et Alicia Garcia. Voilà quelques exemples qui montrent un peu dans quoi je situe et ma recherche et mon engagement citoyen. Donc, la communication que je vais présenter aujourd'hui en essayant de tenir les temps est une communication particulière parce qu'il s'agit de revenir sur mon parcours et donc c'est une communication aussi, c'est une expérience personnelle, même si j'essaye de monter en généralité. Donc, c'est aussi une sorte d'exercice cathartique. Donc, je m'excuse d'avance s'il y a des moments où c'est un peu, j'ai la voix qui tremblote un peu, etc. Il est possible que je sois submergée à un moment donné par l'émotion. Donc, l'objectif, c'est de faire une sorte de bref bilan que j'espère instructif sur la dernière décennie de mon parcours dans l'enseignement supérieur français. Et ce qui est intéressant, c'est que le point de bascule de cette trajectoire dans l'enseignement supérieur se situe, enfin, en tout cas, je le situe en 2009, lorsque je produis et je défends un mémoire de Master 2 sur l'articulation entre le racisme et le sexisme en France, à partir d'enquêtés qui réclament une identité politique particulière, celle de féministes indigènes. C'est donc le cheminement que j'ai fait depuis cet épisode douloureux. Vous comprendrez pourquoi il a été douloureux et traumatique aussi au cours de la communication, mais aussi à certains égards libérateur, qui a permis qu'une décennie plus tard, en 2019 donc, je puisse penser, coécrire et publier avec des formidables collègues que sont Marie-Evelyne Bellinga et Yael Eched, un article sur les féminismes des marges dans l'académie. Ma démarche dans cette communication vise donc à proposer un récit bref et problématisé de ma trajectoire académique en tant qu'immigrée africaine, chercheuse engagée, afroféministe, assumant de naviguer dans les marges de l'université en même temps qu'étant contrainte d'y naviguer. C'est donc une perspective où la subjectivité du jeu se mêle au collectif pour me permettre de mettre en lumière les mécanismes de domination systémique, mais aussi essayer de mettre en lumière les voies de résistance possibles. J'ai organisé donc mon propos autour de 3 axes. Donc, dans un premier temps, je vais faire un retour sur mes propriétés sociales. Alors non pas pour raconter ma vie, quoique je vais devoir la raconter un petit peu, mais pour les mettre en perspective avec celles qui structurent le public académique français, pour voir comment je me situe entre une reproduction de classe d'un certain point de vue et d'un autre point de vue, une exception si on parle en termes de race. Ensuite, la deuxième partie va tourner autour de ce moment traumatique, de ce tournant traumatique de 2009 avec la production et la soutenance de mon mémoire de Master 2. Et la dernière partie va montrer comment ce trauma a été, paradoxalement, je ne sais pas, libérateur, en me contraignant à assumer pleinement une posture intellectuelle et politique inscrite dans des perspectives postcoloniales, afin de sortir de l'objectivation académique et politique et devenir pleinement sujet, pensant et agissant. Donc, pour la première partie que j'ai intitulée « Être immigrée africaine au sein de l'université française, entre reproduction sociale de classe et exception sociale en termes de race »,
Ce que j'essaye de montrer, c'est que mes propriétés sociales sont similaires à l'ensemble du milieu universitaire des étudiants, la majorité des étudiants français. J'ai une trajectoire académique donc qu'on peut estimer complète en matière de scolarité, puisque j'ai soutenu il y a 2 ans une thèse de doctorat. Après avoir eu une trajectoire dans l'enseignement supérieur où j'ai fait Hippocagne après mon bac, ensuite je suis allée à la fac et je suis également passée par Sciences Po Lyon pour mon Master 2, où j'ai fait un Master 2 de sociologie politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était une promotion d'à peu près 20 ou 22, je ne me rappelle plus exactement, mais j'étais la seule personne noire de ma promo. À bien des égards, donc, on pourrait considérer cette trajectoire comme exemplaire, peut-être même comme le symbole d'une possibilité pour les Africaines ou les personnes d'ascendance africaine d'être parfaitement intégrées dans la société française. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si j'ai pu naviguer en tant que jeune africaine dans l'enseignement supérieur et la recherche française, c'est parce qu'à certains égards, comme c'est le cas d'une partie des universitaires et souvent des étudiants et étudiantes africaines migrantes, mes propriétés sociales rencontrent en partie celles des personnes majoritaires dans l'université française. Donc, je suis née et j'ai grandi au Cameroun dans une famille de ce qu'on peut appeler, on va dire, la classe moyenne, qui, bien qu'assez mixte socialement, il faut dire que mon environnement immédiat, on va dire parents, grands-parents, oncles, tantes, était composé de personnes plutôt instruites, appartenant à plusieurs catégories socio-professionnelles relativement valorisées dans l'espace social, cadres, professions intermédiaires, employés, etc. Et ce qui est intéressant ici à savoir, c'est que mon père est enseignant. Alors aujourd'hui à la retraite, mais à la base, il est enseignant. Et si l'on croise ces données de mon environnement social et familial camerounais avec notamment les données 2017-2018 de l'Observatoire des inégalités en France, relatives à l'origine sociale des étudiants à l'université, on peut dire qu'avec mon environnement social et familial, ma trajectoire de classe prépa et universitaire correspond à celle des étudiants des milieux sociaux favorisés, cadres sup et professions intermédiaires, qui représentent la majorité des étudiants en classe prépa et près de la moitié des étudiants à l'université, des étudiants et étudiantes à l'université. Et les étudiants et les étudiantes issus de ces catégories représentent un peu plus de la moitié de celles et ceux qui sont inscrits en plus en cycle doctorat. Ces données montrent donc que l'accès et le cheminement au sein de l'enseignement supérieur français reposent sur des critères de sélection implicites et n'intègrent les étudiants et les étudiantes issus de milieux sociaux moins favorisés ou modestes que de manière très limitée. Me situer dans ces chiffres indique donc, comme la majorité de mes camarades, je disposais, et ce bien avant mon arrivée en France, de ressources sociales, symboliques et peut-être même matérielles déterminantes pour entamer et réussir ma trajectoire dans l'enseignement supérieur français. Il est important d'avoir en tête ces chiffres et les dynamiques qu'ils sous-tendent lorsqu'on analyse mon parcours, puisque, comme je disais tout à l'heure, mon père est enseignant, mais en fait, il y a plusieurs autres membres de ma famille qui font partie du corps enseignant, aussi bien au niveau du lycée, mais aussi de l'université. D'autant plus que mes parents ont connu une trajectoire socio-professionnelle ascendante. Donc, enseignant par vocation, comme il le dit souvent, mon père s'est toujours assuré de me transmettre les outils nécessaires à mon épanouissement intellectuel, accès aux livres, tout type de livres, aux espaces culturels, discussions sur les sujets sociaux et politiques, etc. De plus, j'ai toujours reçu de mes collatéraux instruits et bien insérés socialement et professionnellement, notamment dans ma famille maternelle où c'est très important, une incitation, un encouragement permanent à investir et même à surinvestir l'école. Ce qui est très caractéristique de beaucoup de familles de classe moyenne africaine. Et donc, il faut dire que pour ces familles-là, souvent, développer une trajectoire scolaire ascendante fait partie des éléments de distinction pour ces familles qui sont souvent situées sur l'échelle haute de la pyramide sociale. Cette démarche leur permet de maintenir une forme de domination symbolique, mais également matérielle dans l'espace social camerounais et d'assurer donc leur reproduction. Et donc, si on met en lumière tout ce que je viens de dire avec ce que Bourdieu et Passeron ont écrit en 1964 rapidement, dans l'étude qu'ils font sur les inégalités d'accès à la réussite
d'accès et de réussite des enfants en milieu scolaire, on va dire que ma réussite scolaire pourrait donc s'expliquer par ma socialisation, voilà, dans un milieu relativement favorisé qui m'a permis de détenir des ressources et un héritage culturel valorisé. Mais alors, le genre, la nationalité et la race dans tout ça, pourrait-on me demander? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que si on part du point de vue du genre, la race, la nationalité, c'est que j'incarne à la fois les dynamiques de genre au sein de l'enseignement supérieur français et les logiques racistes qui sous-tendent les rapports nord-sud. Pour une part, ma trajectoire s'inscrit dans celle des étudiantes de l'université française, caractérisée par un nombre croissant d'étudiantes, si l'on s'en tient aux chiffres toujours de l'Observatoire de l'inégalité publié en 2017, qui indique qu'il y avait 43% des étudiantes au début des années 60 et on en est à 58% au début des années 2010. Cette trajectoire s'inscrit aussi dans les parcours différenciés selon le sexe, puisque dans le contingent des étudiants, les femmes représentent 70% des étudiants en lettres et sciences humaines à l'université. D'autre part, ma trajectoire rejoint aussi celle des étudiants et étudiantes étrangers, qui sont plus de 350 000 en France et dont la majorité sont originaires d'Afrique. Et dans l'ensemble de ce contingent, 79% vont à l'université. Et ces 79% représentent 14% du nombre total d'étudiants inscrits à l'université. Dans ce contingent-là, les femmes représentent une grande majorité, 54%, et donc de l'ensemble des étudiants étrangers et 45% des étudiants étrangers originaires d'Afrique. Donc, à ce stade de ma présentation, on pourrait penser que tout était donc fait pour que je m'épanouisse dans l'espace universitaire et que je puisse y naviguer comme un poisson dans l'eau. Pourtant, comme la majorité des étudiants et étudiantes étrangers, j'ai expérimenté le véritable parcours du combattant, caractérisé par une insécurité administrative et juridique structurelle, donc les passages fréquents et unions à la préfecture pour justifier de ma présence, avoir les titres de séjour, tout ça, tout ça. Je pense que les personnes qui sont étrangères savent tout à fait de quoi je parle, qui s'est aussi accompagnée d'une précarité financière, puisque je fais partie des 46% qui ont financé leurs études en travaillant à côté, en ayant des boulots alimentaires à côté. Et tout ce cocktail produit à terme une fragilité psychologique et institue une forme d'intranquillité structurelle, tant la vie sociale et académique, à ce titre-là, est en permanence traversée de tensions qui vont persister, en fait, tout au long de sa trajectoire, et même après. Mais surmontant les contraintes précitées, j'ai continué à me déployer à l'université en travaillant à chaque fois que cela était possible sur les sujets que j'estimais importants pour moi. Et à cet égard, alors que je terminais donc mon mémoire de sociologie politique à Sciences Po Lyon en 2009, j'ai vécu donc cet épisode traumatique qui a transformé ma trajectoire, mon rapport à l'université, à la recherche et à la production du savoir. Et donc là, on entame, comme vous vous en doutez, la deuxième partie de ma communication qui porte sur, que j'ai intitulé « Produire une réflexion académique intersectionnelle, vivre le trauma d'une assignation raciale à l'université ». Alors, Donna Haraway a écrit « Tout savoir est un nœud compact dans un champ de lutte pour le pouvoir ». Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Alors, moi, j'ai toujours porté un grand intérêt aux questions de genre et du féminisme chez les femmes africaines, mais pendant longtemps, mon engagement féministe était plutôt timide et implicite. Mon antiracisme aussi, il était implicite et même naturalisé, c'est-à-dire que je n'assumais pas vraiment sa dimension politique. Alors, je ne sais pas si je ne l'assumais pas ou si je dirais plutôt comme Nathalie Etoquet, qu'en fait, ayant grandi dans un contexte où la question raciale n'était pas au cœur des enjeux politiques et sociaux, j'étais un peu, alors je ne dirais pas que j'étais aveugle à la race, mais mon appréhension du racisme était dépolitisée. Donc, pour mon mémoire de Master 2, donc, j'ai choisi de travailler sur l'articulation sexisme et racisme en France. Et c'est là que j'ai fortement ressenti la tension qui existe au sein de l'enseignement supérieur
entre l'approche universaliste abstraite française et l'expérience des personnes racisées, aussi bien lorsque, comme moi, elles sont partie prenante de l'université que lorsqu'elles sont en dehors. Mon travail prend corps quelques années après la loi de mars 2004 interdisant le port du voile dans les établissements scolaires. Et en fait, il va être marqué par les débats qu'ont suscité cette mesure, puisque les enquêtés que je vais interroger se réfèrent beaucoup à cette loi. Mon choix est donc celui de décrypter le discours de ces femmes racisées qui avaient pris la dénomination du collectif des féministes indigènes. Leur discours et leur démarche rendaient compte d'une position similaire à celle qu'a explicité Patricia Hill Collins au sujet de la situation des femmes afro-américaines dans le monde du travail d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui est une position de ce qu'elle appelait l'outsider within, qui est un paradigme du dedans et du dehors. Donc, partant de leur expérience, ces enquêtés, de leur expérience quotidienne plutôt du racisme et du sexisme, ces enquêtés ont élaboré une communauté politique qui reposait sur une double non-mixité, une non-mixité raciale et de genre. Dénonçant l'existence d'un continuum colonial qui influence de manière déterminante l'expérience quotidienne des populations racisées, les femmes que j'ai interrogées inscrivent leur lutte pour l'émancipation dans un espace de mobilisation en tension, en articulant plusieurs positions situées. Elles s'organisent donc en mettant en œuvre deux types de solidarité qui s'entremêlent. Une solidarité raciale qui passe par la reconnaissance d'une condition historique partagée avec les hommes de leur communauté, et une solidarité de sexe avec la reconnaissance d'une expérience spécifique des femmes racisées qui s'accompagne, là aussi, d'une prise de distance avec le féminisme dominant blanc bourgeois. Revendiquant une lecture postcoloniale de leur expérience en France, dans leur discours comme dans leur pratique, mes enquêtés souhaitaient donc rompre avec la norme dominante qu'elles considéraient être la norme blanche. Pourquoi cette recherche marque un tournant important dans ma trajectoire? C'est parce qu'elle va m'introduire au paradigme tel que le postcolonialisme et le féminisme noir, qui développent des perspectives critiques sur l'histoire coloniale et postcoloniale occidentale. Ces paradigmes suscitent chez moi des interrogations quant à l'épistémologie dominante qui sous-tend les savoirs produits sur les populations anciennement colonisées. Et l'intensité de ces questionnements, à ce moment-là, augmente face à la réception un tant soit peu discutable de mon travail par la majorité de mon jury composé d'universitaires blanches. En effet, lorsqu'il a fallu défendre mon travail, une série d'événements, de discours, d'attitudes, avant et durant la soutenance d'une grande partie de ceux qui devaient être mon jury, a mis au jour des mécanismes de délégitimation de mon travail dont mes enquêtés m'avaient fréquemment prévenu pourtant. Sans jamais vraiment mettre en cause la qualité analytique de mon travail, il m'a été reproché de prendre parti, d'utiliser trop la littérature du black féminisme et même de porter un sujet qui critiquait le féminisme blanc, ce qui était inadmissible. En somme, si en essayant de faire, on va dire, l'état des lieux des reproches qui m'ont été faits, je les ai regroupés en 2 points. Donc, 2 choses en substance m'ont été reprochées, de ce que j'ai compris après en faisant le travail d'analyse. Premièrement, de produire un travail qui, en s'appuyant sur ce que Patricia Hill Collins appelait le savoir assujetti des groupes dominés, dévoilait les dimensions politiques de l'épistémologie dominante en matière d'histoire du féminisme, de la colonisation et de l'immigration. Ce savoir dominant était donc une épistémologie était produit par une épistémologie empreinte de biais impérialistes, racistes et sexistes, qui se sont notamment manifestés lors de la question, des débats sur la question du voile, en attribuant un sens univoque à l'émancipation des femmes d'une part, et d'autre part en considérant que les hommes racisés sont intrinsèquement, consubstantiellement sexistes, à la différence des hommes blancs. Donc ça, c'est le premier, on va dire, corpus de choses qui m'étaient reprochées. Deuxième reproche qui m'était fait, d'après mon analyse, c'est une trop grande proximité supposée avec mon sujet de recherche et avec mes enquêtés. Alors, au départ, je n'ai pas compris ce reproche, puisque l'origine de l'immense majorité de mes enquêtés était plutôt nord-africaine. Moi, je suis plutôt de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et comme je l'ai précisé dès le départ, mon approche n'était pas au départ celle d'une épistémologie antiraciste,
Je découvrais les paradigmes, les perspectives postcoloniales et la pensée féministe noire mobilisée par mes enquêtés en même temps que je produisais mon travail. Toutefois, j'ai compris donc que ce reproche était corrélé à la manière dont certaines lectrices de mon travail, donc de mon jury, et la majorité en fait, se représentaient non seulement ma présence au sein de l'université en tant que femme africaine noire, mais également ma légitimité à traiter certains sujets. En effet, cette présence combinée à mon sujet de recherche déconstruisait les mythes de l'objectivité et de l'universalisme nourris par l'épistémologie dominante dans les sciences, et ici dans les sciences sociales, en relevant leur soubassement raciste et sexiste. L'attitude de ces lectrices trahissait un regard qui fixait mon corps comme un corps marqué et disposant donc, pour reprendre les termes de Donna Haraway, d'un point de vue fini et donc inévitablement disqualifié et pollué dans toute discussion sérieuse. Par voie de conséquence, arrimés aux logiques de construction du savoir masculin blanc, ces universitaires-là, qui étaient des universitaires blanches statutaires, exprimaient en fait une position, s'instituaient comme détentrices d'une position non marquée, puisque moi j'avais le corps marqué, de femmes blanches incarnant l'objectivité. Avec ce deuxième reproche, je me suis donc brutalement découverte noire aux yeux d'une partie de celles avec qui j'envisageais de cheminer dans l'enseignement supérieur et la recherche, puisque j'envisageais déjà à ce moment-là de faire une thèse. Cet épisode m'a donc renvoyé à une étrangeté que j'ignorais, pour reprendre les propos de Nathalie Etoquet. Et j'ai aussi compris pourquoi tout au long de mon enquête de terrain, mes enquêtés n'ont eu cesse de me demander si j'étais sûre de vouloir mener à bien cette recherche et de pouvoir la mener à terme. Et si par ailleurs, j'allais en assumer les conséquences. Elles essayaient sans doute de me faire comprendre que les sciences sociales françaises répugnent à poser frontalement la question des discriminations racistes, comme l'ont souligné Belkacem et Ali en 2019 dans la revue Mouvement. Et donc, prolongeant les logiques institutionnelles étatiques, les dynamiques de l'université française, en fait, continuent de nourrir le silence assourdissant imposé par la France sur les sujets, les questions et thématiques qui fâchent encore. On parlait tout à l'heure de fâcherie. Et ici, il s'agit de l'histoire coloniale et de sa corrélation avec la situation postcoloniale. Donc, la soutenance de mon mémoire, tout comme les événements qui l'ont précédé, ont confirmé ainsi que toute tentative pour les personnes racisées, chercheuses ou militantes pour faire valoir un début de justice sur ces questions-là, se heurte au mieux à l'ignorance et à l'indifférence, au pire à des menaces. Et que le simple fait de soulever ces questions de discrimination à des fins scientifiques ou même militantes est déjà source de suspicion auprès des agents de l'institution. En tant que chercheuses et chercheurs racisés, lorsque nous travaillons sur les problématiques rencontrées par les communautés auxquelles on nous assigne ou qu'on revendique, nous devons régulièrement essuyer le reproche d'être trop proche de nos sujets et donc de manquer d'objectivité. En revanche, personne ne demande jamais aux chercheurs et chercheuses majoritaires blanches et blancs de se situer sur la blanchité et par conséquent sur les privilèges et biais que cette caractéristique sociale particulière engendre dans la manière dont elles et ils abordent leur sujet, notamment lorsqu'ils portent sur les catégories dominées par la racialisation notamment. À l'issue de ma soutenance, j'ai donc vécu l'expérience du racisme dans l'enseignement supérieur qui se construit autour de l'autorité que détient le groupe dominant à définir le savoir légitime, qui s'accompagne du pouvoir d'encadrer des jeunes chercheuses et chercheurs et de sanctionner leur travail par une note, souvent déterminante pour la suite de leur parcours. Bien que douloureuse, cette trajectoire m'a permis de comprendre que l'objectivité et la distance tant invoquées dans l'espace académique pour défendre certaines perspectives constituent en fait une incorporation particulière et spécifique du savoir, pour reprendre les propos de Donna Haraway, qui érige en fait une perspective partielle et même partiale, pourrons-nous dire, en norme absolue. L'ouverture de cette nouvelle fenêtre m'a conduit à assumer pleinement le fait que mes sujets de recherche charrient des enjeux épistémologiques qui sont également politiques, notamment du fait de l'identité sociale qui m'est assignée. Dès lors, à l'instar de la démarche de Patricia Hill Collins, la mienne
a consisté et consiste toujours à retrouver et à exprimer ma voix, non pas comme la porte-parole d'un groupe dominé qui m'aurait été assigné, celui des femmes noires, africaines ou racisées, mais une voix qui est une composante d'un processus plus vaste, une voix dans une conversation parmi des gens réduits au silence. Et donc, cette voix, essayer de retrouver cette voix, pour moi, est un moyen de résister à l'éviction totale ou partielle du champ scientifique et revient donc à assumer une posture intellectuelle engagée qui consiste à défendre et à produire des savoirs minoritaires et minorisés dans l'enseignement supérieur. Et vous l'aurez compris, on engage ma dernière partie qui sera aussi conclusive parce que je n'ai pas fait de conclusion. J'ai fini à 3 heures du matin. Donc, voilà. Donc, voilà, il n'y aura pas de conclusion, vous le savez déjà. Donc, dans un contexte où on assiste de plus en plus à des campagnes publiques de disqualification intellectuelle des chercheurs et chercheuses mobilisant les concepts de racialisation, de genre ou d'intersectionnalité, comme le soulignent Abdelali Ajat et Sylviane Larcher, d'une part, et un contexte aussi qui s'accompagne d'une criminalisation médiatique et même institutionnelle de l'antiracisme politique dans les universités comme dans la société. Défendre ces perspectives en tant que chercheurs et chercheuses racisés, c'est se mettre en danger. En effet, les étudiants comme les enseignants racisés forment un contingent des membres les moins protégés de l'enseignement supérieur français. Peu nombreux au sein de l'université en tant qu'étudiants, ces catégories représentent aussi qu'une très infime minorité du corps enseignant statutaire. De plus, si on assiste à un développement des départements d'études sur le genre, il n'existe pas de département de théorie critique de la race ou encore d'études postcoloniales ou décoloniales. Ainsi donc, comme le souligne Audrey Célestine, contrairement à ce que laisse supposer le renversement paranoïaque exprimé par les pourfendeurs d'un supposé péril lié à ces épistémologies, il n'existe pas de porte-parole des minorités qui tiendraient le haut du pavé en matière de recrutement sur des postes universitaires. Les travaux mobilisant ces perspectives restent donc parcellaires dans l'espace académique français. En dépit de cette réalité qui montre bien les difficultés qu'il y a à exister dans cet espace que j'habite, je souscris à l'idée exprimée par Nathalie Etoquet selon laquelle le passé ne mourra pas tant que le présent reproduira les structures de domination. À cet égard, il me semble donc indispensable de continuer à produire une recherche qui entre en rébellion contre l'amnésie collective et la méconnaissance identitaire. Une solution s'impose alors, selon moi, c'est embrasser les difficultés qui structurent les recherches relatives aux objets minorisés en inscrivant ma trajectoire académique dans le sillon des marches créatrices. Il s'agit alors, comme nous l'avons préconisé dans l'article que nous avons coécrit Marie-Evelyne Bellinga, Yael Eched et moi, de dégager une ligne de crête dans laquelle on peut cheminer dans l'institution en habitant l'inconfort qui caractérise nos présences et nos situations dans l'espace académique. Il s'agit ici d'une perspective où on produit les savoirs minoritaires à partir d'analyses réellement intersectionnelles en renonçant à l'idée d'accéder à la sérénité de la vérité scientifique. Donc ici, c'est plutôt du malaise, du déséquilibre, du sentiment de n'être pas à sa place que nous devons tirer profit pour les transformer en ressources, en entreprenant notamment d'en comprendre les mécanismes afin de les renvoyer à ceux et celles qui les produisent. Retrouver une capacité d'agir dans l'inconfort de nos positions, l'assumer et l'utiliser pour s'orienter dans nos recherches relève ainsi d'un processus de reconnaissance qui passe par une forme de dépassement de la relation fantomatique entre théorie et pratique, consubstantielle à la pensée critique occidentale du XXe siècle. Cette démarche n'est possible toutefois qu'à condition. Il s'agit donc d'investir l'espace académique d'une autre manière, de repenser les formes de production de savoir en élaborant une communauté de pairs fondée sur une forme de convivialité égalitaire, régie par le respect et l'écoute de nos expériences respectives qui sont mises en dialogue. Et cette perspective exige de construire des espaces de reconnaissance et de solidarité
autres que celles liées au canon dominant de l'académie qui sont construits sur des bases hiérarchiques et une rationalité binaire, abstraite, oppressive pour les populations qui ne correspondent pas à la norme blanche cis-hétéro-validiste. L'objectif est celui de dépasser l'isolement qui caractérise nos positions. J'ai dit tout à l'heure que c'était des travaux assez parcellaires dans l'espace académique pour mettre en œuvre une dynamique collective et construire une communauté de pensée à partir de nos positions géographiquement, socialement et académiquement très variées. En somme, l'invitation ici, c'est celle de nous décentrer les unes les autres pour converger vers un agenda commun. Par la force des choses, cette position suppose l'abandon de nos prétentions plus ou moins conscientes à jouer le jeu de l'intégration, ce qui veut dire qu'il faut parfois simplement renoncer à être visible, audible et entendu par le centre pour, in fine, réussir à parler. Parler des siens, parler aux siens. À cet égard, si s'adresser au centre n'est donc pas possible, ou plutôt si cela n'est même plus l'enjeu, il nous incombe de questionner donc les critères de performance et d'abandonner les normes d'efficience de l'institution. Cette démarche finit par brouiller les frontières entre succès et échec. Et s'il faut renoncer à être entendu par eux et elles, les dominants, il faut aussi reconnaître que notre simple présence, le simple fait d'être là, de vivre, de produire du malaise compte. Ça permet de déranger le sentiment d'entre-soi, de déshomogénéiser les groupes, de fragiliser les évidences, autant d'effets subversifs que peuvent produire la présence, visibilité des subjectivités minoritaires et niées. J'en ai terminé. J'espère que j'ai tenu le temps. Oui, tu as très bien tenu le temps. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rose, là, j'ai noté pas mal de choses, donc je pense qu'on va avoir un sacré bout de temps pour échanger par la suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est 5 minutes de pause. Donc là, il est 52, on va dire, allez, 57, 58, on se retrouve. Voilà, hydratez-vous, essayez de faire une petite marche et tout. Et après, on revient après 5 minutes pour commencer, enfin plutôt attaquer la deuxième conférence avec Lisa Amar. C'est bon. Alors, on passe donc à la suite, on passe à la deuxième conférence avec Lisa Amar, qu'on a très grand plaisir d'écouter. Pareil donc que Rose, hein, j'aurais bien voulu voilà, qu'on se voit physiquement, voilà, on lit, enfin plutôt ensemble avec Axel et tout, mais bon, c'est pas grave. On commencera avec une petite rencontre en ligne pour la finir, voilà. En petite rencontre en présentiel très bientôt à Paris, j'espère. Alors, donc, Lisa, pareil, donc tu as à peu près 40 minutes, 40-45 minutes, tu es libre, hein, donc après de gérer ton temps. Et on passera aux questions pour donc, les deux conférences, donc aussi bien pour Rose et pour Lisa, pour voilà, essayer d'animer un petit peu un échange et une discussion avec tout le monde, hein, avec aussi bien les gens qui sont au public que les intervenants. Alors, Lisa, c'est à toi. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier, donc pareil, à l'Université de Chicago de nous accueillir. Je voudrais aussi remercier Yosra et Axel, évidemment, pour l'organisation et Rose de partager cette séance avec moi. Je suis très impressionnée, mais très heureuse d'être là quand même. Alors, donc moi, je vais parler poésie postcoloniale, décoloniale, contemporaine et féministe. Donc parce que c'est l'objet de mon master de recherche que j'ai fait, que j'ai soutenu l'année dernière, donc en juin 2020. Donc en tant que littéraire, je navigue dans une discipline qui majoritairement se croit coupée du monde, hors du monde même, j'ai envie de dire, dans le champ des arts et de la culture, qui n'ont de fin que le plaisir et l'art et la culture, et tout serait le fruit du génie littéraire et de rien d'autre. Donc c'est assez compliqué. Alors l'universalisme littéraire, c'est de croire donc que seul le génie littéraire compte, que la canonisation est objective, que le seul critère est la littérature. Or, comme on le sait, le champ littéraire français est structuré donc par le racisme, le sexisme et le classisme, entre autres.
et dans le monde des études, et dans le monde de nombreuses études d'ailleurs démontrent l'hégémonie littéraire occidentale et masculine, notamment au sein des universités. Donc ce sont majoritairement des hommes blancs qui sont étudiés en littérature et à travers l'histoire. Donc là, j'ai juste mis quelques références que j'estime nécessaires, mais qui appartiennent plus au champ du coup des sciences sociales, anthropologie, avec les travaux de Carolina Ferrer qui sont extrêmement intéressants et qui justement démontrent par les chiffres, j'ai envie de dire, toute cette dimension-là. Donc personnellement, mes recherches en master, elles ont porté sur des autrices en fait non blanches situées en France, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Donc un corpus principal composé de 5 œuvres, donc qui sont les suivantes brièvement. Donc on a Teaching My Mother How to Give Birth de Worcestershire, donc traduit par Sikafa Kambi, donc j'apprends à ma mère à donner naissance. Donc en 2011, il me semble, la première publication. On a Salt de Nayar Wahid, auto-édité en 2013, À nos humanités révoltées de Kiemis en 2018, The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, donc traduit également en français, donc le recueil Le Soleil et ses fleurs, traduit par Sabine Roland aux éditions Nil, et Postcolonial Banter de Souhaima Manzoor Khan, donc aux éditions Verve Poetry Press en 2019. Alors donc je parle de canon littéraire et de mes recherches de master parce que c'est pendant ces recherches-là en fait que j'ai réellement été amenée à réfléchir ma place et par là ma façon de travailler et de réfléchir mes objets d'études et leurs autrices, précisément parce que j'ai choisi des autrices en dehors du canon et que cela n'a pas toujours été compris ni même bien accueilli. Alors, qu'est-ce que le canon? Donc, on va commencer peut-être par ça, très brièvement. J'ai mis la définition de Grisella Pollock, qui est la suivante. Le canon renvoie aux textes, aux objets que les institutions académiques établissent comme les meilleurs, les plus représentatifs et les plus significatifs dans les domaines de la littérature, de l'histoire, de l'art, de la musique. Donc, dépositaires d'une valeur esthétique transhistorique, les canons des diverses pratiques culturelles établissent non seulement ce qui est incontestablement grand, mais aussi ce qui doit être étudié comme modèle par ceux qui aspirent à l'une de ces pratiques. Donc, le canon constitue le patrimoine universel que toute personne désireuse d'être considérée comme cultivée devra maîtriser. Alors, maintenant que le contexte est un petit peu posé, je vais préciser là où je veux en venir. Donc, les questions qui me semblent intéressantes sont les suivantes. Donc, comment cheminer moi-même dans l'université française en études littéraires? Comment s'est imposé le caractère situé de ma recherche, notamment avec l'élaboration de mon corpus? Qu'est-ce que cela dit à la littérature? Donc, on verra que c'est quelque peu une remise en question de la légitimité du canon tel qu'il est réfléchi dans l'hégémonie. Quelle réception de mon travail et aussi quelle réception pour les poétesses étudiées? Donc, j'ai regroupé ça en 2 parties. Donc, d'abord, je vais parler de ma très petite expérience à l'université, feindre l'objectivité ou aller vers de la recherche située, parce que je suis passée un peu de l'un à l'autre. Et deuxièmement, je parlerai donc, je passerai de ma subjectivité à la remise en question de l'universalisme littéraire. Donc, quelle réception pour les poétesses de mon corpus? On verra que ça pose pas mal de questions. Alors, j'ai appelé ça les années de l'objectivité forcée. Donc, pour bien me situer et comprendre ce dont je veux parler, je vais revenir sur mes premiers pas à l'université en tant qu'étudiante en lettres. Après un bac professionnel, je le précise parce que ça joue énormément. Donc, ça a son importance. N'ayant pas étudié la littérature avant, je ne remettais pas en question ce qui pouvait m'être enseigné en licence. Parce qu'on n'avait pas donné la légitimité et que je n'étais pas allée la chercher à ce moment-là. Donc, j'ai voulu étudier les lettres parce que j'aimais les mots, notamment le rap, pour commencer. C'est comme ça que je suis entrée, on va dire, dans la poésie et les débats et les questionnements que cela pouvait susciter. Pas du tout par passion pour la littérature avec un grand L, donc la littérature canonisée, que j'ai découverte en licence, avec beaucoup de violence, si je puis dire. Donc voilà, j'appelle ces années-là celles de l'objectivité, parce que j'ai fait semblant, en quelque sorte, de l'être, en apprenant à voir depuis des angles où je n'étais pas, et où je ne serai d'ailleurs jamais. J'ai compris qu'il y avait une sorte de rupture raciale, entre guillemets, quand j'ai été confrontée à un prof qui m'a expliqué, pour exemplifier un peu, donc, que mon commentaire d'un roman colonial, donc Udenji, de Cudel, était trop orienté.
Donc, il s'agissait d'un extrait où une femme noire, notamment congolaise, était animalisée. Donc, j'ai évoqué l'imaginaire colonial et la racialisation des personnes noires quand mon prof m'a interrompu avant de m'expliquer qu'il ne s'agissait que d'esthétique naturaliste. Lorsqu'un personnage féminin noir était comparé à un animal sauvage. Donc ce jour-là, j'ai compris l'ampleur de la rupture, si je puis dire, qui existe également dans la littérature, apparemment. Donc notre façon de créer, mais aussi de la lire et de la réfléchir n'est pas neutre, n'est pas anodine. Évidemment, les deux interprétations, naturalisme et imaginaire colonial, ne sont pas incompatibles, mais prétendre qu'il ne s'agissait que de naturalisme est, à mon sens, tout à fait hors sol. Je parlerai même de contresens historique au vu de l'époque de l'écriture, donc 1905, et du contexte de l'œuvre, qui était l'époque coloniale. Donc les enseignements en lettres sont par ailleurs extrêmement tournés vers l'Europe uniquement et la littérature dite classique, c'est-à-dire celle du canon. Donc sur les auteurs et autrices que j'ai étudiés au programme pendant 4 ans, j'ai étudié une seule personne racisée sur une quinzaine d'auteurs et d'autrices, qui est, je spoil quand même, qui est Mahmoud Darwish, hein, donc rien de bien très original. Donc c'est un peu comme ça que j'ai décidé de m'orienter vers un master en recherche. Je voulais voir ce que cela pourrait donner, en fait, de travailler sur un corpus que j'aurais moi-même soigneusement sélectionné pour lui poser les questions que je voudrais, et voir aussi comment j'allais y répondre en toute autonomie. Donc j'avais envie de faire les choses à ma façon, parce que malgré le fait que j'étais assez douée pour prétendre être à des places qui n'étaient pas les miennes, j'imaginais prendre un vrai plaisir dans le fait d'être moi-même face à des textes qui me parleraient même peut-être davantage. Donc le corpus que je vous ai présenté, c'est un peu la version finale. Beaucoup de choses ont bougé en 2 ans de recherche, mais tout est resté en dehors du canon et quasi systématiquement inconnu de mes professeurs. Mon choix de sujet de corpus a suscité beaucoup de débats avec mes professeurs, de nombreux échanges très utiles et fructueux, mais aussi des propos violents, peut-être même racistes. Je ne vois pas l'intérêt de travailler sur des auteurs qui ne font pas partie du canon. On m'a un peu conseillé de travailler sur la littérature algérienne parce que je suis d'origine algérienne. Enfin, le fait est aussi qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce genre de questionnement de ma part. Donc, pareil, on m'a aussi suggéré qu'en littérature, on ne choisissait pas les auteurs et les autrices qu'on étudiait pour ce qu'ils sont, mais plutôt pour ce qu'ils font. Donc, on s'intéresse aux textes uniquement, pas au profil de ceux qui les écrivent. Donc, les idées étaient globalement toujours les mêmes. Premièrement, mon corpus est sans intérêt parce qu'il est en dehors du canon. Deuxièmement, ma façon de créer un corpus et de choisir un champ de recherche posait problème parce qu'elle ne correspondait pas à ce que l'on attendait de ce que je suis ou serais. Une femme musulmane portant le voile qui socialement perçue comme arabe, qui voulait faire des études féministes sur des textes de femmes qui dessinent parfois des clitoris, c'était pas très bien perçu, c'était pas très compris non plus. Et troisièmement, donc évidemment, la littérature serait neutre, universelle, elle ne serait ni genrée ni racialisée. Donc, c'est un peu après quelques batailles en fait que j'ai pu réellement commencer mes recherches et mon étude de ces recueils de poésie. Et c'est là qu'est apparue la question de la neutralité, celle à laquelle j'avais déjà un peu répondu de façon inconsciente, peut-être en choisissant mon corpus, mais qu'il s'agissait maintenant de vraiment réfléchir. Alors, écrire à la 4e personne du pluriel commençait à me gêner un peu. Je disais les choses que je savais, en fait, j'écrivais des choses que je savais pertinemment discutables, dans le sens où c'est des choses qui ne faisaient pas du tout consensus. Et je m'interrogeais sur ce nous, qu'est-ce qu'il était et surtout qu'est-ce qu'il représentait pour moi, comment écrivais-je quand je l'utilisais. Et je me suis rendu compte que le nous était pour moi une sorte de masque, une façon d'aller chercher un angle de vue, celui du dominant, duquel il valait mieux prétendre voir. Donc je dépersonnalisais quelque part les études pourtant très personnelles, intimes, mais aussi politiques, pour entrer dans la dite objectivité scientifique. Donc, j'ai également eu beaucoup de mal à écrire, à exprimer des idées, mes interprétations de certains textes et même mes questionnements, parce que j'ai appréhendé la réaction des lecteurs et des lectrices. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun, mais c'est véritablement dangereux. Ça mène à une forme d'autocensure, parfois même inconsciente. Et c'est non seulement une violence en soi, mais cela empêche aussi de faire de la recherche libre et éclairée, et donc pertinente.
Et mon malaise s'est amplifié, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé à travailler sur des textes qui abordaient des situations d'oppression de façon très explicite. Donc racisme, sexisme, négrophobie, islamophobie, misogynie noire, etc. Donc, et notamment quand les oppressions décrites étaient très éloignées de ma réalité. Quand j'ai dû interpréter, par exemple, des poèmes qui évoquaient la misogynie noire, donc notamment c'est des poétesses noires de mon corpus, j'ai eu besoin de dire que je n'étais pas une femme noire pour produire quelque chose de rigoureux et honnête. Non pas que je ne peux pas réfléchir ces textes-là en tant que femme non noire, néanmoins, j'étais quand même forcée d'exprimer le fait que je ne l'étais pas et que donc je ne proposais pas une lecture objective de ces poèmes-là que je comprenais certainement à ma façon. Donc, et plus largement, j'ai eu besoin de dire depuis où je réfléchissais ces poétesses-là, que ce soit les poétesses noires du corpus ou d'autres, notamment Souhaïma Manzorkan qui porte voile et qui évoque des choses liées à l'islamophobie, donc des choses que j'ai moi-même beaucoup expérimentées. Et donc, j'ai précisé dans mon mémoire depuis où je parlais, donc depuis mon point de vue de femme immigrée, musulmane, portant le voile, descendante de colonisés algériens non noirs et donc héritière aussi de l'histoire de l'esclavage arabo-amazigh, bien qu'il ne s'agissait pas de cette période historique dans le corpus. Préciser que certains des poèmes étudiés évoquaient des traumatismes collectifs dont je suis aussi porteuse, mais qu'il y a aussi des traumatismes collectifs que je n'appréhende que d'un point de vue externe, donc sur lesquels certes je vais me documenter et je me documente, mais qui vont nécessairement invoquer une autre sensibilité et forcément par là une autre lecture également, notamment en poésie, en art en général. Donc à partir de là, je me suis quelque part un peu libérée des contraintes qui pesaient sur ma recherche. Je pouvais lire, comprendre et proposer ce que je voulais et estimer juste et pertinent, puisque j'avais précisé que ce n'était pas la lecture des œuvres de ces poétesses, mais une lecture parmi d'autres. J'ai donc fait le choix de rédiger à la première personne du singulier pour vraiment matérialiser le caractère situé de mon travail, et ça a été une véritable libération. Cela dit, affirmer le caractère situé de mon travail, c'est nécessairement proposer une lecture égalitaire des savoirs et des méthodes, et par là, affirmer que tous les savoirs sont situés. Et je crois que c'est là que ça pose un peu problème. Donc la recherche n'est pas coupée du monde, ni des personnes qui en sont chargées, bien au contraire. Et c'est cela qui a ouvert pas mal de débats. Parce qu'effectivement, mon caractère situé à moi, il était évident pour tout le monde. Hein. Dès lors que je ne proposais plus un point de vue dominant, j'ai été nécessairement située. Mais dire que tous les savoirs sont situés, ça implique d'autres éléments. Donc c'est directement s'attaquer à la constitution du canon elle-même, donc, enfin le canon lui-même plutôt, donc de ce qui est légitime ou non en littérature, ce qui passe par l'édition, mais aussi par l'histoire littéraire et la recherche. C'est finalement une remise en question du mythe de la neutralité littéraire et du supposé universalisme de la littérature. Donc pour ça, je renvoie également aux spécialistes qui sont les sociologues de la littérature, mais ça m'intéresse ici parce que c'est quelque chose qui a très largement été abordé pendant ma soutenance de master et qui a influé sur la réception de mon travail. Donc pendant les 2 ans de master, j'étais assez habituée à ce qu'on m'approche la dimension politique de mon travail. Quelque chose de très quasi quotidien en fait. Donc les remarques du type attention, vous faites de la poésie, vous faites de la littérature, pourquoi pas un master en sciences politiques, plus de littérature, moins de politique dans votre travail, donc comme si les deux étaient vraiment dissociables. Donc ça, j'étais assez habituée. Donc, après, la soutenance en elle-même, elle s'est globalement bien passée. Et bon, je tiens quand même à nuancer, hein, parce qu'avec ma directrice, ça se passait très bien. Donc, les choses se sont quand même bien déroulées. Cela dit, j'étais épuisée à la fin de la discussion, et pas uniquement parce que j'avais dû revenir sur mon travail et le défendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis plus en moi à verbaliser en fait ce qui s'était produit lors de cette soutenance. J'avais pas compris ce qui m'avait laissé si frustrée et comment dire. En fait, j'avais l'impression d'avoir subi une espèce de micro-agression, ou plutôt un ensemble de micro-agressions, sans forcément réussir à expliquer là où elle se situait. Et donc, et en fait, avec le temps, j'ai un peu compris. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, mes recherches n'ont pas tout à fait été comprises ni discutées par le jury. Donc, je suis allée à ma soutenance avec l'idée d'avoir un vrai débat sur mon travail. J'en avais moi-même dégagé quelques limites au préalable. Je voulais qu'on me dise ce qu'il aurait fallu mieux faire. Je proposais une lecture décoloniale et féministe d'un assez gros corpus. J'avais recours à des outils extrêmement complexes dans lesquels je suis novice.
donc je voulais vraiment qu'on me dise où se situaient mes failles, et mes failles théoriques notamment, où est-ce que ça manquait de rigueur, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je me suis effectivement rendu compte qu'on ne me disait pas uniquement comment mieux faire, mais quelque part aussi comment mieux être. Et c'est ça qui va poser problème. Donc, on a davantage en fait discuté de mes idées politiques, plus supposées et fantasmées que réelles, que du travail que j'avais produit. Donc, c'est-à-dire que du fait de qui j'étais socialement et qui on pensait que j'étais sur le plan idéologique, on m'a entre autres renvoyé au fait que la délégitimation en littérature visait aussi les femmes blanches. C'est quelque chose que j'expliquais dans mon mémoire, mais comme je parle des inégalités entre les femmes elles-mêmes, on m'a vraiment expliqué que les femmes blanches subissaient du sexisme, etc. Donc, ce n'était pas le sujet, ce n'était pas le corpus. De même, on m'a renvoyé au fait que les blancs des classes populaires, qui eux aussi ont subi des violences symboliques liées au langage. Donc, pareil, en fait, j'ai essayé de rebondir en invoquant des arguments historiques qui évoquent l'élargissement du centre vers les périphéries, et par là de la violence depuis le centre élargi vers les périphéries, et notamment donc, à l'égard des colonisés ou de leurs descendants et descendantes. Mais la discussion était, j'ai envie de dire, trop émotive pour trop axer en fait, sur mes choix politiques supposés ou réels, sur le caractère situé de mon travail. Et cela a empêché de discuter le fond de mes recherches et de ce que ça pouvait dire en fait, sur la poésie contemporaine, sur la poésie en temps de crise, sur l'engagement des femmes à travers la littérature, etc. Donc un tas de questions que j'aurais aimé soulever et que j'essaie de soulever dans mon mémoire et même après. Donc c'était finalement assez ironique puisque je demandais une discussion littéraire et qu'on me répondait uniquement sur le plan politique. Tandis que, comme on me l'avait souvent rappelé, je ne faisais pas un master en sciences politiques. Donc voilà, la réception de mon travail de recherche est finalement similaire, ou tout du moins à mettre en lien, à mon sens, avec la réception des poétesses de mon corpus à l'université et ailleurs. Donc ici, je reviens sur les remises en question du canon et de l'universalisme littéraire mis à mal, entre autres, par les approches situées. Et comme je le disais, affirmer que tous les savoirs sont situés, c'est par extension défaire le mythe de l'universalisme littéraire, mais également du génie littéraire. Donc là, je vais passer à ma deuxième partie, de ma subjectivité à la remise en question de l'universalisme littéraire, quelle réception pour les poétesses de mon corpus. Donc je vais brièvement les présenter, puisque je suppose que tout le monde ne les connaît pas. Après, je proposerai une petite analyse comparative. Donc, les poétesses, donc, là, c'est celle que vous voyez, c'est Warsan Shire, donc une poétesse née en 1988 au Kenya, de parents somaliens réfugiés. Dans son enfance, sa famille a immigré à Londres où elle a grandi. Donc, elle écrit sur sa condition de jeune femme somalienne, londonienne, immigrée, tout en s'impliquant en dehors de son œuvre dans le monde associatif, notamment au sein d'ateliers d'écriture en rapport avec le traumatisme de l'immigration. Donc, l'œuvre que vous voyez là, c'est Teaching My Mother How to Give Birth. Donc, elle a été traduite par Sika Fakambi. Donc, c'est un recueil poétique en prose et en vers, aux thématiques diverses, aux intersections diverses aussi, allant de l'amour au sexe, en passant par la guerre. C'est une poésie extrêmement complexe, avec vraiment beaucoup d'intersections thématiques, politiques, mais aussi poétiques. Donc, ensuite, il y a donc Nayira Wahid, qui est une poétesse afro-américaine, autrice de deux recueils, Salt, que vous voyez là, et Nejma, donc tous deux autopubliés. Donc, Nayira Wahid, elle fait partie de la génération des insta-poétesses. C'est principalement via les réseaux sociaux et quelques médias où elle partage sa poésie qu'on peut la découvrir. Sa poésie est extrêmement épurée, elle tend au minimalisme, très tranchante, incisive. Donc on est vraiment dans quelque chose qui fait l'économie des mots. Et la poétesse dénonce beaucoup de violences racistes et ou sexistes. Donc très empreinte de féminisme, de la thématique de la liberté. On a une véritable remise en question d'un monde globalisé et fragile. Ensuite, donc, on a Kiemis, qui est une poétesse française née à Paris en 92. Donc, elle est originaire d'une famille camerounaise. Son œuvre, comme ses engagements, en sont marqués. Donc, avant de publier Nos humanités révoltées que vous voyez là, elle écrit souvent sur son blog, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle appelle ses bavardages. Donc, elle écrit un peu sur tout, sa vie, ses expériences personnelles, ses idées politiques, ou encore son expérience de femme noire en France. Donc, elle se définit comme afro-PM, un néologisme qui désigne les personnes d'ascendance africaine, noire et européenne. Et politiquement, elle se situe donc comme afroféministe, qui aura évidemment son importance, comme on le verra. Ensuite, on a Rupi Kaur, qui est donc une jeune poétesse illustratrice indienne immigrée au Canada
Donc, elle est féministe également, très active sur les réseaux. Donc, pareil, c'est une Insta-poétesse. Donc là, le recueil que vous voyez, c'est The Sun and the Flowers, donc publié en 2017, qui, à mon sens, exprime une sorte d'ambition d'inspirer, de redresser, d'empuissancer un peu les lecteurs et les lectrices notamment, puisque c'est surtout des problématiques spécifiques aux femmes dont il s'agit. Donc ainsi, je vais voir un petit peu. Alors, je disais donc... Alors, oui, je disais donc que le recueil de Rupi-Kaur était principalement adressé aux femmes parce qu'il abordait notamment des problématiques spécifiques aux femmes. Donc voilà, donc là, on a une poésie qui est par contre illustrée et qu'on retrouve souvent lors de performances. Donc voilà, tous les tabous sont dévoilés, un petit peu d'exil, beaucoup de place pour donc pour évoquer les tabous qui sont liés aux règles, aux violences sexuelles, etc. Je perds ma voix. Alors, on a ensuite, donc, pour finir, Souhaima Manzoor Khan, qui est une jeune éducatrice, écrivaine et poétesse britannique. Donc, elle est d'origine pakistanaise, elle est musulmane, porte le foulard, comme vous voyez sur sa photo. Donc, elle s'intéresse beaucoup aux questions liées au genre et à la race, et notamment dans une perspective décoloniale, qu'elle revendique beaucoup et qui aura aussi son importance, comme on le verra après. Donc, active en ligne également, elle fait aussi partie de la génération des Insta-poétesses. Militante décoloniale, féministe, fréquente aussi les cercles de poésie orale en Grande-Bretagne, mais aussi donc, aux États-Unis ou à Berlin. Donc son recueil postcolonial 20 que vous voyez là mobilise énormément l'ironie et elle a pour singularité en fait, de proposer des contextes boxés, comme elle les appelle. Donc c'est un peu des petites sections explicatives qui traitent de divers sujets politiques liés au racisme dont elle parle justement dans son recueil. Alors, là, je vais m'intéresser un peu à la trajectoire du coup des poétesses et de comment elles ont navigué en fait dans le champ, dans le champ académique. Donc, toutes les œuvres que je vous ai présentées sont plus ou moins en dehors des champs académiques, donc leurs trajectoires sont tout de même uniques et intéressantes à comparer. Donc, Warsan Shire, qui est la plus présente à l'université, parce qu'elle a quelques études sur elle, et c'est aussi la première, donc en 2013, elle est la première lauréate du Brunel University African Poetry Prize, donc il y a un prix qui a été créé par une universitaire et écrivaine britannique et nigérienne, donc, qui est Bernardine Evaristo. Donc elle est citée par Beyoncé dans son album Lemonade, etc. Donc elle a quand même quelques reconnaissances assez significatives. Elle est devenue une référence incontournable pour la poésie actuelle britannique, pour la poésie somalienne diasporique et plus largement pour la poésie africaine. Néanmoins, du coup, je précise que sa première reconnaissance institutionnelle a été celle d'un prix universitaire créé par une femme noire elle-même écrivaine, mais visant à davantage récompenser et reconnaître la jeune poésie africaine. Quant à la traduction en français et plus largement à la réception de Warsan Shire dans le monde francophone, elle est moins importante évidemment, et ce pour plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, le fait est que la France est relativement résistante donc, à cette ère nouvelle de la poésie et peine à se détacher du canon. Et la traductrice du coup qui est Sika Fakonbi, donc, qui est une femme, qui est une traductrice en fait qui a déjà expliqué pour d'autres textes le fait qu'elle était engagée dans la promotion quelque peu via la traduction notamment d'œuvres littéraires étrangères et notamment africaines. Donc elle explique très souvent la dimension politique en fait dans ses choix de traduction. Et donc on peut ici penser que la traduction de Warsan Shire se situe aussi dans la volonté de la traductrice de mettre en avant la littérature africaine ou de la diaspora africaine. Donc en somme, il est indéniable que cette autrice occupe une place importante dans le champ de la poésie mondiale. Elle est parmi les premières poétesses d'une nouvelle ère de la poésie, je pense. Mais il est important de souligner que les actrices ayant propulsé sa reconnaissance institutionnelle comme populaire sont principalement des femmes noires. Donc Bernardine Evaristo, Beyoncé, Sika Fakonbi, entre autres. Donc Nayira Wahid, dont j'avais parlé dans un deuxième temps, donc ses œuvres sont auto-éditées. Donc c'est également une pionnière dans la poésie sur les réseaux sociaux et elle est reconnue comme ses pairs comme une immense inspiration. Mais ses apparitions dans les médias sont
enfin, elle fait quelques apparitions dans les médias qui sont extrêmement lus et qui ont largement contribué à sa popularité, mais on peut retenir surtout qu'elle est relativement exclue des institutions littéraires hégémoniques et que sa reconnaissance vient du public qui la retrouve sur les réseaux sociaux, dans des espaces féministes ou dans les médias. On peut d'ailleurs se demander pourquoi, contrairement à Rupi Kaur, elle n'est pas traduite en français, tandis qu'elle occupe une place importante dans le champ de la poésie féministe contemporaine. Voilà, je pense que leur posture très différente joue énormément là-dedans. On y reviendra plus tard. Ensuite, on a donc le cas de Kiemis, donc, qui est la seule poétesse d'expression française du corpus, qui est un cas assez marginal. Donc, elle a été publiée aux éditions Métagraphe, une petite maison d'édition qui a fermé et qu'elle a été republiée très récemment du coup chez PNM. Donc elle est très active aussi sur les réseaux sociaux, on la retrouve dans pas mal de médias, on la retrouve aussi dans des espaces féministes en tant qu'autrice, poétesse, podcasteuse. Donc elle intervient lors de rencontres, des festivals, des salons littéraires, mais ce sont généralement donc, dans des espaces militants féministes et ou antiracistes décoloniaux. Donc en somme, on ne la retrouve pas dans les institutions littéraires hégémoniques, et la promotion, donc comme la reconnaissance de son œuvre, s'opère dans un contact direct avec le public, donc soit via Internet, soit via des espaces alternatifs de la culture, où la dimension politique est ouvertement abordée et importante. Donc ces espaces alternatifs sont des moments et des lieux créés par et pour les personnes minorisées, évidemment. Donc là encore, on pourrait se demander pourquoi Kiemis n'intéresse pas les institutions littéraires, contrairement à la poésie anglophone féministe, voire celle du black feminism, en fait, moins contemporaine, mais qui trouvent davantage leur place dans les institutions littéraires françaises. Donc, Rupi Kaur, ensuite, donc, qui est un sacré phénomène. Donc, elle est certainement la plus connue et lue du corpus. Donc, pareil, elle a débuté sur les réseaux sociaux où elle a percé sur Instagram, en fait, parce qu'une photo donc, qu'elle avait publiée, donc une photo d'une tâche causée par des règles, avait été censurée. Donc, elle avait accompagné sa photo, il me semble, donc, d'un texte remettant en question le tabou autour de ce sujet. Donc, son premier recueil a été un best-seller dans le New York Times, a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Et en France, donc, ce sont les éditions Nil qui ont publié Le Soleil et ses fleurs, traduit par Sabine Roland. Mais elle a été introduite donc, par les éditions Charleston qui ont traduit son premier recueil, Lait et miel, il me semble, le titre français. Donc, toujours avec Sabine Roland comme traductrice et Rebecca Anselm comme préfacière. Donc, cette maison d'édition ayant introduit Rupi Kaur dans le paysage francophone, met en avant les talents féminins, c'est ainsi qu'elle le dit sur son site. Quant à la préfacière, elle est journaliste et fondatrice des Glorieuses, un magazine féminin et féministe. Donc, somme toute, Rupi Kaur s'est d'abord construit un public, une demande sur les réseaux, puis elle a été propulsée par les éditions et d'autres agents littéraires et féministes souhaitant mettre en lumière les écrits des femmes, et notamment quand ils s'adressent aux femmes et qu'ils abordent leurs conditions. Donc, enfin, Souhaïba Mansorkan, qui, elle, est podcasteuse, blogueuse aussi, militante féministe et décoloniale, et qui est relativement présente dans le paysage médiatique en Grande-Bretagne. Donc, elle a notamment fait une performance artistique à la Roundhouse de Londres, un théâtre maison d'artistes londonien assez important, en fait, qui permet aux artistes émergents de montrer leur talent. Elle est également sélectionnée pour le Family Outspoken Prize, et sa participation au film a fait 2 millions de vues. Donc, ses interventions publiques sont nombreuses, que ce soit au travers de conférences ou de performances artistiques et ou politiques. Mais néanmoins, ce que j'ai remarqué dans mon étude, c'est que sa reconnaissance était principalement alimentée par des acteurs militants, féministes et antiracistes, et des acteurs musulmans, donc ce que j'appelle des médias communautaires, et des espaces artistiques et ou littéraires alternatifs, donc cherchant à promouvoir la jeunesse et la diversité, entre guillemets, dans les arts. Donc, c'est le cas pour les deux institutions londoniennes citées. Et donc, qu'est-ce qu'on perçoit en fait dans la réception de ces poétesses-là Donc, c'est que malgré le fait que les trajectoires sont incontestablement uniques et diverses, c'est quand même une trame commune qui se dégage. Donc, premièrement, les poétesses écrivent et gravitent principalement dans les marges des institutions littéraires hégémoniques. Deuxièmement, les acteurs et actrices qui promeuvent leurs pratiques artistiques et participent à leur reconnaissance du public ou d'institutions littéraires partagent souvent, donc, comme démontré brièvement, une ambition politique et ou une condition sociale. Et troisièmement, les rapports qu'entretiennent les poétesses et les institutions littéraires, le public, le monde politique militant, dépendent également des postures qu'elles adoptent et de leur positionnement politique. Plus que cela, les postures et les positions des poétesses influent grandement sur leur réception, comme la place qu'elles arrivent à se faire au sein du champ. Donc, par exemple, la manière dont Rupi Kaur est reconnue, et notamment dans l'espace francophone, est très intéressante. Donc, je l'oppose beaucoup à la réception moindre des autres poétesses du corpus, notamment Naria Wahid, qui n'est pas traduite du tout,
Souhaima Manzoukane, qui est peu reconnue en Grande-Bretagne, alors ça ne m'étonne pas qu'elle ne soit pas traduite, mais c'est quand même étonnant qu'elle ait si peu de reconnaissance. Kémis, surtout, qui pour le coup est française, écrit à Paris, et publié à Paris et en français. Rupi Kaur est assez singulière. Hein. C'est peut-être, enfin, je vais essayer de démontrer un peu ce qui la différencie des autres. En fait, sa poésie, en l'analysant bien et ainsi que sa posture, elle est beaucoup moins radicale, entre guillemets. Donc, elle défend des idées plus universelles. Et même en termes de féminisme, elle n'aborde pas tellement des questions clivantes, en fait. Donc, Rupi Kaur a percé sur les réseaux avec une photo montrant des taches de règles et une réflexion sur le tabou des règles, comme je l'avais déjà dit. Donc, dans le champ politique des luttes féministes, la question des règles et celle des violences sexuelles, autre question très investie par Rupi Kaur, sont partagées par toutes les femmes, et même au-delà, j'ai envie de dire. Et ce sont d'ailleurs des problématiques qui sont légitimées en fait par le féminisme dominant, contrairement au droit de porter le voile défendu par Souhaima Manzoukane, qui est extrêmement polémique, ou alors toutes les oppressions misogynoires que peut dénoncer Kémis, qui pareillement ne font pas du tout l'unanimité ni au sein du féminisme ni nulle part. Donc l'intersection de race, de classe et de genre mise en avant par les autres poétesses est moindre dans l'œuvre comme dans le discours de Rupi Kaur. Et cette dernière a un discours qui est porté davantage sur l'individu, donc qui est son propre vécu, sans nécessairement mettre en exergue le fait que le soi exprimé fasse système, quelque chose qu'on retrouve chez toutes les autres poétesses, une forme de lyrisme épique qui est assez, qui saute aux yeux en fait. On ne retrouve pas du tout dans sa poésie à elle, ou tout du moins beaucoup moins. Et en somme, en fait, elle adopte une posture beaucoup moins politisée que les autres poétesses, et elle assume son féminisme, mais dans une dimension que je qualifie de libérale. Donc c'est un peu dur, mais donc l'engagement de Rupi Kaur se situe dans cette lignée-là du féminisme, parce qu'en portant en fait une analyse globale à son œuvre et à ses discours, le constat que je fais est qu'elle est toujours dans une démarche de réforme, d'éducation, de réforme de soi notamment, donc de l'individu, et jamais dans le collectif, ou du moins très rarement. Mais globalement, en fait, si on sort de ce corpus, parce que là j'ai exemplifié avec celui-là parce que c'est celui que je maîtrise, le fait est que l'histoire de la poésie féministe dite francophone, et j'entends par là écrite par des femmes colonisées ou issues des anciennes colonies, des non-blanches en fait, n'est pas écrite. Cette histoire de la poésie-là n'est pas écrite. Le fait est également que dans l'édition comme dans la recherche, voire dans les espaces féministes aussi, on reconnaît plus simplement les poétesses icônes du black feminism, très récemment quand même, parce qu'il ne fallait pas non plus abuser. Donc je pense là à Audre Lorde par exemple, que les poétesses racisées des espaces francophones. Cela fait évidemment penser à l'idée selon laquelle le problème racial ne serait vrai qu'ailleurs. Le racisme serait un problème états-unien. Ce sont donc des politiques d'édition et de recherche qui sont loin d'être neutres, mais dans la lignée des politiques universalistes françaises, y compris dans le féminisme, qui consiste à nier le problème de la race. Donc la réticence des institutions littéraires face aux poétesses féministes et décoloniales est réelle. Donc il s'agit pour la France de préserver la dite République des lettres, et plus largement de ne pas céder aux tentatives d'insurrection provenant donc, de poétesses noires, racisées, musulmanes, donc des poétesses qui vont remettre en question l'organisation du monde depuis l'ère moderne, qui interrogent les rapports entre les groupes et qui veulent dire au monde des violences racistes, sexistes et capitalistes. Et c'est là que se situe la principale rupture entre Rupi Kaur, traduite et érigée en icône féministe, tout du moins dans les espaces féministes hégémoniques, et qui émisse Souhaima Manzoukane et Nayira Wahid, décoloniales aux aspirations révolutionnaires qui n'intéressent ni les espaces féministes, ni l'édition et ni l'université française. Donc, pour conclure, ce que j'ai essayé de faire dans la première partie, c'est vraiment de revenir sur ma propre trajectoire en tant que femme racisée, portant le voile, immigrée, issue d'un milieu populaire dans l'université française, et notamment dans les études littéraires, avec mes positionnements féministes et décoloniaux. Et j'ai tenu à mettre cela en lien avec mes objets d'études qui ne sont eux-mêmes pas neutres et qui sont eux aussi plus ou moins exposés à l'universalisme littéraire. Donc l'épreuve de l'universalisme littéraire se déploie donc sur 2 niveaux. Donc premièrement celui de ma personne en tant que jeune chercheuse située, et deuxièmement celui des poétesses racisées et décoloniales dont j'étudie les œuvres. Donc à mon sens, les questions de la recherche située et de la réception des autrices non blanches sont extrêmement liées, car les deux impliquent l'abandon du mythe de l'universalisme, et les deux appellent à aborder des textes littéraires avec réflexivité. C'est pourquoi j'ai tenu à les traiter un petit peu ensemble, même si ça aura été bref pour les deux. Donc si les institutions littéraires ne sont pas neutres, elles ne le sont pas, alors qui peut vraiment prétendre l'être devant n'importe quel texte.
Avoir conscience de sa place face à un texte littéraire, notamment face aux problématiques qu'il aborde, c'est situer sa pensée dans le champ des savoirs et des pouvoirs, mais c'est également se donner les chances, en tant que jeunes chercheurs et chercheuses, de s'interroger davantage et par là de faire évoluer donc, nos réflexions scientifiques, littéraires et politiques. Voilà, j'ai terminé. J'ai ma biographie. Super, merci beaucoup Lisa pour cette très belle, très riche conférence. Hein. On a eu pas mal de réactions là. Je pense que tu vas être pas mal sollicité parce que voilà, tu nous as présenté de très très belles œuvres. Honnêtement, je suis ravie. Juste pour voilà, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les noter, que ce soit pour Rose ou pour Lisa. Je ne sais pas, Axel, tu veux peut-être commencer pendant que ta connexion, elle... Je crois qu'on a déjà une question dans l'espace questions et réponses. Je ne sais pas si vous pouvez, si les intervenantes, ça s'adresse aux deux intervenantes, je pense. Je peux lire oui, s'il la te plaît, question, si vous voulez. Donc, merci pour ces deux interventions passionnantes qui me renvoient à des injonctions à la neutralité durant mon parcours en tant que femme racisée de quartier populaire. Quelles sont les stratégies et tactiques que vous mettez en place face au racisme, discrimination, microagression pour préserver votre santé mentale et très concrètement, vous projeter dans une carrière de chercheur au sein de l'Académie française étant donné le contexte? Rien que ça. Rose ou Lisa, c'est à vous. Vas-y, Rose. Allez, je ne sais pas quoi répondre à cette question. C'est vraiment une question vaste. J'ai envie de dire, c'est limite, il faudrait répondre par un programme politique, tellement c'est vaste. Bon, je pense que je travaillerai par ce créneau. Enfin, avec Lisa, on a pas mal discuté un peu de ces interventions. Et enfin, moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. En fait, moi, cette intervention, enfin, j'avais peur aussi d'intervenir parce que c'est à la fois personnel et politique. Et dans le contexte ambiant, bah, en fait, c'est très compliqué. En fait, on a un contexte où tout pousse à ce qu'on ait peur. Alors, les stratégies, les tactiques, en fait, il y a rien. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment rien de fixe. C'est vraiment selon les contextes, les situations et selon comment on se sent. Il y a des moments où, en fait, ma stratégie, c'est de rentrer d'être frontale, parce qu'en fait, je ne peux juste pas encaisser. Et bon, quand je suis frontale, évidemment, bah, je me prépare aussi plus ou moins psychologiquement à en subir les conséquences, même si je pense que quand elles sont violentes, on n'est jamais vraiment prêt. C'est un peu comme un deuil, quoi. On n'est jamais vraiment prêt. Il y a des moments où mes stratégies, c'est juste laisser couler. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte et de comment on se sent et des ressources qu'on pense avoir. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, je pense, alors ça, c'est vrai dans l'espace de l'enseignement supérieur, mais dans tous les espaces de vie, c'est que la plupart des interactions sont des questions de rapport de pouvoir. C'est une première chose à avoir vraiment très clairement en tête. Et c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que une fois qu'on l'a compris, pour moi, l'idée, c'est d'essayer de voir quelles sont les marges de manœuvre qu'on a à l'intérieur de ces rapports de pouvoir, ou même si, en fait, on est dominé, mais vraiment structurellement, et qu'en vrai, on ne peut pas renverser la table. C'est-à-dire que moi, toute seule à l'université, je ne pourrais jamais renverser la table, mais c'est d'utiliser les leviers qu'on identifie comme des leviers d'agentivité et de les utiliser à bon escient pour continuer à se faire un espace à soi et à élargir l'espace pour les autres. Mais c'est aussi du coup de bien se dire que, bien faire attention aux stratégies, au phénomène de cooptation. Patricia Collins s'en parle aussi très bien dans son ouvrage sur la pensée, et dire que si on y arrive, c'est que quelque part, on correspond à certains critères de la norme, et donc avoir ça en tête pour pouvoir continuer quand même à travailler à des coalitions et à des solidarités à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'espace pour qu'en cas de coup dur, en fait, on ait quand même des espaces relativement sains pour, on va dire, déposer nos bagages, quoi.
Mais c'est vraiment quelque chose de fluide, c'est vraiment de l'ordre de la fluidité voilà, j'ai pas... Donc, parfois frontal, parfois pas frontal, et se faire confiance aussi. Et ben, si parfois on laisse couler, ben, en fait, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut être bienveillant aussi avec soi-même. Je pense que ça, c'est aussi important. Lisa, tu as des stratégies à nous partager? Moi, pour la partie du coup concret, projetée dans une carrière de chercheuse, je vais rien pouvoir dire là-dessus parce que ni je me projette ni quoi que ce soit, hein. Je pense par contre que ce serait bien que la recherche se fasse aussi en dehors de l'université, donc je ne sais pas trop comment, mais repenser un peu le métier de chercheur en fait et le faire au contact des gens dans une dimension plus sociale et plus, comment dire, plus proche de la réalité peut-être. En tout cas, pour la première partie de la question, donc pour les stratégies et tactiques à mettre en place face au racisme. Alors, personnellement, le racisme à l'université, j'aurais dû être diplômée là-dedans parce que clairement, j'ai une grande expérience de stratégie là-dessus. Donc, je pense que, comme le disait Rose, en fait, c'est vraiment bien de savoir un peu évaluer quelle est ta marge de manœuvre. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, pour le coup, ce serait une solution concrète. En fait, ça a été les ateliers de Marie Da Silva, donc il y a une agence de coaching, donc AliWorks. Et donc moi, j'avais fait deux, trois ateliers avec elle même. Donc c'était survivre au racisme des Lumières, donc racisme à l'université, où très clairement, elle donne des clés en fait de comment gérer telle ou telle microagression, comment éviter de discuter de tel ou tel sujet en cours, comment répondre à telle ou telle microagression, etc. Et pour le coup, c'est très concret et ça permet en fait de développer quelques petits outils comme ça stratégiques, mais aussi peut-être de reconstruire une forme d'estime de soi et de confiance en soi pour mieux faire face comment dire, à l'avalanche de délégitimation qui nous tombe dessus constamment. Oui, Marie Da Silva, qu'on embrasse si jamais elle passe par là, parce que voilà, je pense que elle a aidé plus d'une vie ici à l'université. Ah, on a une autre question, c'est Maris. Coucou Maris. Alors, pour rebondir sur le plan souligné par Lisa par rapport aux espèces de recherche. La recherche se fait aussi en dehors du milieu académique et institutionnel. La question serait de voir comment contribuer à la légitimer. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a, je ne sais pas, c'est plutôt mon point de vue, ça commence avec quelques projets, je ne sais pas, quelques associations, projets associatifs, il y a l'association Effigie, bon, qui est beaucoup plus pour jeunes chercheurs, mais il y a aussi l'association L'Auberge des Utopies, il y a le collectif de Maris, les jaseuses. En fait, il y a pas mal de petits collectifs, des gens qui voilà, ils se réunissent. Et je pense que voilà, c'est bien aussi de ne pas rester isolé, de ne pas porter voilà, tout le poids des blessures raciales, misogynes et autres avec soi, parce que voilà, je pense qu'en traversant l'université, notre trajectoire, voilà, on cumule pas mal de blessures. L'idée, c'est aussi c'est bien d'être entouré par des gens safe. C'est très important pour moi d'être entouré par des gens qui savent écouter. C'est par des gens qui écoutent l'expérience et qui écoutent la blessure, qui ne sont pas là en train de te faire douter de ta propre expérience, de ta propre gêne, ou de ces personnes qui vont te dire mais non, mais c'est toi, mais enfin, c'est une petite blague, mais pourquoi tu... Voilà, on connaît tous à peu près ces micro-agressions, on les appelle micro-agressions, je ne sais pas si c'est micro, parce que des fois, la blessure, elle est bien présente, hein, elle n'est pas si micro que ça. Et à mon avis, c'est bien aussi de libérer la parole. Les espaces safe, c'est ça, c'est pour, voilà, quand je dis espace safe, c'est vraiment 2-3 personnes, enfin, on n'a pas besoin d'un collectif de 100 personnes, 2-3 personnes qui, voilà, on partage un socle d'expériences ou des expériences plus ou moins communes du racisme ordinaire, de la misogynie, de la délégitimation, de la disqualification, on te remet en cause, on doute voilà, on est toujours trop proche, comme l'a dit tout à l'heure hein, Lisa, on est trop proche de nos sujets, et pareil aussi pour Lisa, j'ai adoré, c'est intéressant parce qu'on vous a vraiment donné pleine liberté pour présenter vos conférences et je vois qu'il y a pas mal de points en commun. Donc c'est génial. J'ai adoré comment vous avez commencé par la trajectoire. Et
je vais pas monopoliser la parole, je vois que oui, Marie. Oui. Pardon, je voulais attirer ton attention sur le fait qu'il y a un autre espace de questions qui est en train de se remplir. Si tu vois en bas, questions et réponses, et donc qui sont arrivés un peu plus tôt, et du coup, peut-être on les lit en premier. Vas-y, Axel. Oh oui, il y avait une question. Bah, je ne voulais pas du tout te couper la parole, mais juste après, on peut revenir sur ces questions-là. D'accord. Non, c'était juste pour signaler par rapport à la trajectoire, quand Rose et Lisa ont commencé par présenter leur trajectoire, ça m'a fait penser un petit peu au podcast de Kif Taras, donc évidemment Rokhaya Diallo et Grace Lee, où on pose souvent la question à quel moment tu as su que tu étais noire ou asiatique ou arabe. Et j'ai adoré parce que pour toutes les deux, vous avez évoqué un épisode, chacune de son côté, hein, un épisode où on vous renvoie, où on vous dit que ah, là, vous n'êtes pas blanche, là, vous êtes femme et pas blanche. Et c'est un moment où c'est à nous aussi, on prend conscience qu'on n'est effectivement pas comme les autres. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des épisodes, généralement c'est des petits traumas, mais qui marquent, qui font bascule en fait. C'est des moments de bascule où on commence vraiment à politiser complètement notre parcours et c'est là où voilà. Donc c'était juste pour rebondir à cette petite remarque et on reprend les questions. Pardon. Alors vas-y Axel. Oui, il y avait une question pour chaque intervenante, de Marianne Pavot. Une question pour Rose que je vais lire. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis de discours critiques qui vous ont été tenus? Ça me semble important de documenter des propos. C'est assez rare. On sait qu'il y a des critiques de ce type. Oui, qu'il y a des critiques de ce type, mais pouvoir les travailler comme discours permettrait de les démonter collectivement. Et il y aura une autre question pour Lisa que je lirai peut-être après. Donc, je réponds d'abord et puis, OK. Alors, en fait, c'était il y a 10 ans, donc de mémoire. Alors, de mémoire, c'est vraiment ce qui m'avait choqué. Alors, première chose, en fait, bon, moi, j'ai fait la version très courte parce que c'était, vous vous doutez bien, c'était... Enfin, tout ce que je vous ai raconté, là, c'est passé sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Enfin, même ma soutenance était rocambolesque parce qu'il a fallu la reprogrammer parce qu'une personne, justement, qui était prévue pour être assistée à ma soutenance et me prendre après en thèse, en fait, c'est elle qui avait notamment expliqué qu'elle n'allait pas venir et qu'en fait, qu'elle n'était pas d'accord avec ce que je traitais parce que, en gros, une extinction de ce qu'on m'avait cité, elle avait dit qu'elle ne pouvait pas soutenir un travail qui remettait en cause le féminisme blanc. Voilà. Et sinon, pendant la soutenance, alors il m'a été notamment reproché d'avoir mobilisé beaucoup les travaux anglo-saxons. Donc, je rappelle qu'on est en 2009, donc il n'y a pas beaucoup de travaux sur ces questions-là. Donc, à part Nassira, Guéné-Soleil Lamas, Eric Massé, enfin, il n'y a pas beaucoup de travaux. Et surtout, en fait, mes enquêtés se référaient à ces discours-là, et comme mon travail, ma perspective était de rendre compte de leur discours, d'où elles parlaient. Donc, il m'a été reproché ça. Je me rappelle quelque chose qui m'avait semblé très bizarre, c'est que l'une des personnes qui avait remobilisé la perspective de Patricia Collins de l'Outsider Within, puisque c'est la perspective qui traverse tout mon mémoire, c'était Robert Castel, qui était sociologue, qui est décédé, et il avait dans un petit livre, je crois, sur l'immigration, je ne sais plus comment ça s'appelait, j'ai oublié le titre, mais il avait parlé d'en dedans, en dehors aussi. Et quand j'avais lu, j'avais trouvé ça intéressant, je me suis dit, OK, ça va me permettre enfin, ça confirmait mon intuition que cette idée de Patricia Collins appliquée aux Africaines-Américaines pouvait être valable en France. Donc, j'ai aussi mobilisé pour, on va dire, corser. Et ça, par exemple, ça m'a été reproché parce que, soi-disant, Robert Castel n'était pas réputé être un sociologue de l'immigration. Donc, j'ai eu vraiment des sortes d'attaques, en fait, parce que c'était ça. Je dis toujours que cette soutenance-là, j'ai assisté à mon procès.
Et donc, c'était des choses comme ça. Et je ne me rappelle plus de tout, mais ce qui m'a marqué, c'est que une partie de ma famille qui était venue me souvenir à Stonance pendant les délibérations, quand on est sorti, tout le monde m'a demandé est-ce que ça va, qu'est-ce qui vient de se passer. C'était violent. Que, du coup, en fait, je me suis dit, c'est pas moi qui suis folle, c'est pas juste moi qui ai ressenti. Et là, il y avait même un cousin qui était en thèse, donc il y avait déjà. Il m'a dit, mais il y a un truc, c'est pas normal ce qui s'est passé. Enfin, ou alors ça se passe toujours comme ça. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as eu droit à ça en fait? Donc, je ne me rappelle pas exactement de tous les termes, mais vraiment, c'était sur la question de la littérature, enfin, ma bibliographie. Et c'était sur le fait qu'on m'a dit que j'étais... je ne sais plus comment ça avait été formulé, mais en gros, c'était que j'avais décidé de prendre cette perspective-là parce que j'étais proche de mes enquêtés, ce qui, comme je disais au début, je n'ai même pas compris parce qu'en fait, en vrai... Enfin, ce n'était pas des personnes que je connaissais, donc en fait, je ne comprenais même pas ce truc de la proximité, etc. Donc, c'est vraiment les stratégies que je retrouve quand je lis d'autres ouvrages sur les stratégies de délégitimation des personnes racisées, du travail des personnes racisées dans l'académie et qui reviennent d'ailleurs depuis la fin des années 2010 avec les différentes tribunes qu'on peut lire ici ou là sur le péril des études décoloniales, de genre, postcoloniales, etc. Enfin, c'est vraiment comment je les lis, ces tribunes-là, je retrouve en fait tous les mécanismes et même parfois les flashs me reviennent sur les mots qui ont pu être mis. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose. Je réponds sur la question qui a été adressée à Lisa. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée de, outre dire et décrire les critiques dont vous avez fait l'objet, expliquer pourquoi votre position située est meilleure, plus valide, plus valable, plus scientifique que la position épistémologie zéro, Castro-Gomez, entre parenthèses, des dominantes? Et si oui, comment décririez-vous vos avantages? Haraway parle de privilège de la perspective partielle. Alors, comment je décrirais ces privilèges? En fait, moi, d'abord, il faut savoir que je me situe en littérature comparée. En littérature comparée, ce qu'on fait, donc, c'est comparer des textes, généralement, qui vont être issus de contextes différents, de moments de l'histoire différents, etc. Et l'une des premières étapes, c'est de comparer les contextes. Comparer les contextes d'écriture, comparer les contextes dans les œuvres, comparer les contextes de réception importants, s'il y a eu des réceptions importantes dans l'histoire. Et donc, en fait, moi, en arrivant neutre dans cette discipline, je ne comprenais pas pourquoi on s'arrêtait là en termes de comparaison des contextes. Parce que moi, en fait, depuis mon contexte en France, quand je vais lire telle ou telle œuvre, je ne vais pas la comprendre que, je ne sais pas moi, une personne qui va la lire en Afrique du Sud dans les années 2000 ou dans 40 ans. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on ne tenait pas compte des contextes de production critique une fois qu'ils étaient dans la contemporanéité, parce qu'on le fait bien pour les textes qui précèdent quand on les analyse, quand on analyse la réception des œuvres dans l'histoire. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pour moi, la rigueur s'était arrêtée en fait à un moment donné. Et donc pour moi, ce que ça permet vraiment, c'est de s'inclure quelque part dans la recherche qu'on produit et donc de comprendre et de l'inscrire aussi dans son historicité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et pareillement, en fait, d'adopter une posture un peu plus humble, du coup, dans la continuité, d'avoir une posture plus humble et donc une recherche qui va être, à mon sens, beaucoup plus éclairée, plus consciente d'elle-même. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je vois une qui est assez intéressante sur du spectateur ou de la spectatrice anonyme, parce que c'est que spectateur, mais c'est peut-être spectatrice anonyme, sur l'idée, alors je veux dire, si l'institution académique est là pour créer des inégalités par son hégémonie scientifique, et comme vous l'avez bien dit, les personnes à marge n'y sont pas attendues, faut-il se battre pour y entrer ou chercher à la délégitimer de A à Z en créant nos propres espaces de savoir en lien avec l'espace, les luttes et les besoins de la société? Ouais, alors ça aussi pareil, c'est une question qui revient à un vaste programme politique. Du coup, je vais répondre et comme ça, du coup, je laisserai après Lisa dire ce qui est de sa perspective. Moi, je crois, alors parfois, je me méfie de ce que je crois sur cette perspective-là parce que je dis souvent, je suis une fille des institutions, comme je vous disais tout à l'heure, mon père, il est enseignant, donc j'ai vraiment grandi dans les institutions, donc même, je les remets en cause, mais voilà. Mais je pense que quand c'est possible,
Alors, est-ce qu'il faut se battre pour entrer absolument? Je ne suis pas sûre qu'il faille ruiner sa santé pour entrer à l'université ou faire absolument une thèse. Je ne pense pas que, que ce soit le seul savoir légitime ou efficace pour la transformation sociale. Par contre, je pense que si effectivement on a la possibilité d'y entrer et de se déployer à l'intérieur, je pense que ça vaut quand même le coup selon ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'ai une position toujours de précaire, puisque je suis enseignante, je suis juste ATR, mais ce que j'essaye de faire dans mes enseignements, c'est essayer de décloisonner un maximum et donner à mes étudiants et à mes étudiantes des perspectives qu'ils et elles, soit n'ont jamais eu, soit ont très peu eu, en me disant, en fait, je mets des petites étoiles comme ça, je ne sais pas, c'est des petites graines que je jette, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, mais au moins, ils et elles auront entendu parler de ça dans cette perspective-là. Ils et elles auront eu accès à un autre discours critique, à d'autres perspectives. Donc, je pense qu'il ne faut pas, de mon point de vue, il ne faut pas avoir une stratégie binaire, soit on est anti-institution, soit on est dans les institutions, etc. Je pense que si on a la possibilité d'être dans les institutions, il faut y être, mais ne pas être dupe de son pouvoir à l'intérieur et de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut changer les choses. Et puis, il faut, même quand on est à l'intérieur des institutions, vraiment s'atteler à construire des ponts avec justement les dynamiques extérieures, parce que s'il faut renverser les choses, ce sera en fait par le pont entre ces deux dynamiques-là. Et ce ne sera pas juste une dynamique, puisqu'en fait, les institutions sont fortes et celles qui ont le pouvoir, en fait. Lisa? Moi, je suis assez d'accord avec Rose. Si j'ai bien compris, du coup, ce que tu disais, c'était aussi en fait d'être dans les institutions, mais d'y être aussi à l'extérieur. Et je pense que les deux stratégies sont... parce que là, du coup, dans la question, il me semble que les deux stratégies sont un peu opposées. Je pense que les deux sont valides et les deux sont importantes, justement, à faire cohabiter ensemble. Donc, être dans l'université, c'est bien, mais pour travailler avec les gens qui n'y sont pas. Et moi, ce qui m'animait... quand je me demandais si je voulais aller en thèse ou pas, et c'est d'ailleurs toujours en réflexion, mais l'une des questions qui m'a le plus animée, c'était de me dire à quoi ça va servir. Donc, à quoi ça va servir ma recherche? Est-ce que j'ai envie que ma recherche soit juste une production de savoir, donc destinée à d'autres chercheurs et chercheuses qui parfois n'ont pas grand-chose à faire, juste pour créer des discussions comme ça et ne pas la communiquer, si j'ai envie de dire, aux premières personnes desquelles elle parle et la rendre accessible? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup animée. Donc, je pense qu'on peut un peu faire les deux et peut-être même, comment dire, donc, se servir de ce qui se passe à l'université pour redistribuer ce savoir-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Enfin, pour moi, il y a l'idée vraiment de faire cohabiter les deux espaces ensemble et surtout de prendre dans l'un pour donner à l'autre, tout en restant évidemment conscient de ce qu'on peut apporter à notre échelle, c'est-à-dire pas énormément non plus. Voilà. Oui, aussi, si je peux me permettre, un peu plus tôt, pendant les conférences, il y avait une question, plutôt une demande d'avoir la bibliographie qui a été mobilisée donc dans les interventions. Et voilà, c'était sur le chat. Alors, sur la bibliographie, alors je pourrais envoyer, il faudrait que je l'extrais de ma com, mais je pourrais, du coup, je vous l'envoie à toi, Axel et Yosra, comme ça vous dispatcherez. Ok. Et oui, c'est la personne les personnes en général qui sont intéressées par la bibliographie, vous pouvez nous contacter directement et on va les transmettre. Une petite dernière question, s'il y en a une qui vous interpelle. Sinon, il y a énormément de choses intéressantes. J'ai reçu, pendant la conférence, j'ai reçu pas mal de mails et de messages de personnes donc, qui demandent s'il y a un compte-rendu et s'il y a... Alors, le séminaire, il sera enregistré et mis en ligne sur la page, non pas sur la page, sur la chaîne YouTube de l'Université Chicago à Paris d'ici 3-4 jours, le temps voilà, qu'on fasse le montage et tout. Pour le compte rendu, non, il n'y a pas de compte rendu. Par contre, il y a un projet d'éventuelle publication, donc
on vous tiendra au courant. N'hésitez pas si vraiment ces questions vous interpellent. Voilà, vous pouvez nous écrire et on vous tiendra au courant. Il y a Lisa qui a cité tout à l'heure Kautar Archi. On est ravis parce qu'elle sera notre prochaine invitée dans les séminaires grâce. Donc voilà, c'est bien de nous retrouver toutes, et non pas tous, mais toutes dans cet espace-là. Et en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions qui vous ont interpellé. Sinon, voilà, il est 16 heures passées. Je ne vais pas faire trop la flic, mais quand même. Si on a une, n'hésitez pas. On a encore le temps pour une petite question. Rose? Alors, pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste, je voulais remercier Carmen Diop parce que j'ai vu qu'elle avait, du coup, parlé de l'initiative qui est en train d'être mise en place, en fait, en termes de stratégie et qui a donné les coordonnées pour les personnes qui souhaitent rejoindre cette initiative, qui est une rencontre et des réflexions autour du racisme au sein de l'enseignement supérieur français. Donc, voilà, je voulais la remercier pour ça et lui faire un petit coucou. Oui, c'est vrai que je viens de voir. Merci Carmen Diop. Merci Maris aussi pour tes interventions. Merci tout le monde. Hein. Il y a pas mal de questions. Et là, j'ai 2 espaces et en plus les mails. On nous demande... Pardon, Yusra, on nous demande quand est-ce que c'est la prochaine rencontre de grâce. On ne peut pas vous dire la date exacte pour l'instant. Elle n'a pas été programmée, mais ce sera au cours du mois de mars. C'est bien ça, Yusra? Oui, voilà, tout à fait. Donc, de toute façon, on mettra en ligne. N'hésitez pas. Voilà, on a une liste des personnes intéressées, donc vous recevrez nos nouvelles, que ce soit pour les séminaires ou les publications. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire Axel ou à moi ou à Rose ou à Lisa, voilà, à tout le monde. Et en tout cas, voilà, là, on va vraiment vous quitter parce qu'on n'a plus le temps et qu'on a dépassé 16 heures. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, Rose et Lisa, pour vos très belles, très riches conférences. Vraiment, là, on est gâtés. Merci beaucoup. Et voilà, merci. Je répondrai aux mails aux personnes qui étaient... Merci à vous pour l'invitation et merci à tout le monde qui était... J'étais assez impressionnée, on était plus de 70, donc voilà. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Je pense qu'il y en a qui ont regardé aussi... Voilà, et puis à bientôt. Et voilà, vous pouvez avoir accès facilement à nos adresses mail, je pense. Donc voilà, s'il y a besoin de poursuivre cette conversation, il n'y a pas de souci. Voilà. Axel, je te laisse lire. Je voulais juste dire merci beaucoup encore après tous ces remerciements. Donc, c'était extrêmement passionnant et intéressant. Donc, j'espère à bientôt pour de nouvelles séances aussi. Voilà. Et merci Lisa. Merci. Alors, je ne sais pas si Sébastien Crépeau, il est toujours là. S'il veut reprendre la parole, oui ou non. Je réapparais comme par magie. Voilà. J'ai toujours été là, en fait. J'espionnais. Non. Non, je n'ai pas besoin de reprendre la parole. Je suis content que c'est bien fonctionné. J'espère qu'on pourra peut-être à nouveau refaire quelque chose ensemble à l'avenir. Peut-être dans la vraie salle, puisque là aussi, un des buts d'ouvrir et de soutenir des séminaires, des colloques pour nous, c'est que les gens viennent dans nos locaux. Donc, on espère que peut-être la prochaine fois, vous viendrez sur place et peut-être qu'on pourra continuer cette formule avec peut-être justement des gens en présentiel pour utiliser le mot qu'on entend, un nouveau mot dans mon vocabulaire et continuer le Zoom ou le webinar pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais avoir une présence physique. Donc, essayer à l'avenir de faire quelque chose qui joue sur les 2 tableaux en quelque sorte. Voilà. C'est mon souhait pour l'avenir, mais quand ça, si je le savais... peut-être que j'occuperai d'autres fonctions, mais j'espère le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.